Vous êtes de plus en plus nombreux à avoir rejoint l'aventure Âme Dessine et nous vous en remercions. Le projet de notre plateforme sort des sentiers battus, car contrairement à toutes les alternatives à Doctolib que nous ne citerons pas, nous ne pratiquons aucune rétention d'informations sous prétexte de gérer votre planning. Nous vous considérons apte à gérer celui-ci, que ce soit en ligne ou sur une simple feuille blanche. Notre objectif est de vous mettre en relation directe avec ceux qui en ont le plus besoin. Point. De plus, cet argument marketing de gestion de planning est tout ce qu'il y a de plus fallacieux, car il permet avant tout aux gestionnaires de ces mêmes plateformes d'accumuler une richesse désormais plus convoitée que l'or, ce qu'on appelle la data, parce que les données de vos clients vous appartiennent, et parce que le numérique ne peut être vertueux qu'en créant un pont vers la réalité, parce qu'une certaine plateforme malheureusement incontournable emploie le mot lib en référence à la liberté et qu'elle nous contraint en réalité à l'ingérence, à des exigences saugrenues voire autoritaires, ainsi qu'à l'ignominie si on se réfère au scandale de ces dernières années et aux obligations relatives. Nous sommes ainsi fiers d'être parmi les premiers à passer le cap, à ne placer aucune barrière, à promotionner les thérapeutes holistiques, certes, mais à ne pas exclure pour autant les praticiens quantiques, à ne pas vous imposer les pseudo-gestes barrières, en d'autres termes, à ne pas ingérer entre les praticiens et les patients. Cette aventure est et sera totalement gratuite pour les premiers participants. Alors si cela vous parle, rejoignez-nous dès maintenant. Nous aimons l'idée de considérer que nous sommes les pionniers d'un nouveau monde, et que le virtuel ne sera efficace qu'en soutien au réel et non l'inverse. Nous vous laissons ainsi avec notre nouvelle intervenante, en adéquation parfaite avec ce que nous venons d'évoquer. Les liens physiques et palpables doivent être prioritaires et non abstraits. Bon visionnage à tous. On les appelle maîtres du désordre et gardiens de la terre. Tout comme les médiums, ils sont des intermédiaires entre la vie et la mort. Des sages ancestraux faisant office de guides spirituels. Des âmes connectées aux dimensions subtiles, des humains investis et ancrés à la nature. Aujourd'hui, nous recevons l'une d'entre eux, Ghislaine Duboc, une chamane lumineuse et pleine d'amour accompagnée de messages importants voire capitaux. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. L'amour est et restera la clé. Installez-vous confortablement et préparez-vous à un voyage pas comme les autres, sur Âme Dessine, portail de référencement quantique et holistique. Ghislaine, bonjour à toi, merci de nous avoir rejoints sur notre antenne, comment vas-tu? Très bien, c'est vrai. En plus, c'est une belle journée, donc ça va très très bien. C'est vrai, Voilà. le soleil revient, le printemps, l'équinoxe Oui, qui est arrivé très récemment. oui, il y a quand même aussi ces événements dans la rue où les gens se parlent, pleurent et rient ensemble, chantent et peut-être sont violents aussi, mais à nouveau, les corps du corps du peuple se rencontrent et n'est pas derrière un écran. Bon, là, on est derrière un écran, mais cette rencontre, moi, me met en joie. On va y revenir justement très très rapidement. Tamara, merci, bonsoir à toi. Et salut Rudy. Ça va? Les Ça va, énergies sont bonnes super. aussi? Les énergies sont très bonnes. Ravie de commencer cette nouvelle ère, là, printemps-été, avec Ghislaine, qui nous rejoint. Encore une belle émission à venir. Exactement. Ghislaine, tu es accompagnante depuis plus de 30 ans. Tes domaines de prédilection sont le chamanisme et également les relations amoureuses. Tu es d'ailleurs psycho-sexothérapeute en parallèle. Alors on y reviendra immanquablement plus tard lors de l'émission, car pour toi ces deux domaines sont intrinsèquement reliés. Tu proposes des initiations chamaniques à ceux qui le souhaiteraient et tu as également écrit 2 ouvrages que l'on peut retrouver aux éditions Erol, à savoir Internet sur le divan et les 4 voies chamaniques. Pour notre part, on a finalement aujourd'hui adopté un titre, un axe, une ligne pour le moins particulière. On va tenter d'assembler, de corréler le chamanisme contemporain à la maîtrise du désordre dans un premier temps, et c'est parfaitement raccord avec l'actualité, hélas. On constate un chaos inédit dans les grandes villes, les tabloïds se déchaînent, selon eux, la France brûle. Donc Ghislaine, notre première question sera liée à la situation actuelle. Quel est ton ressenti en tant que chamane par rapport à celle-ci? La terre brûle, les gens brûlent. Oui, Le dans les monde gros brûle. titres. Oui. Oui, c'est ça que l'on dit, mais c'est qu'on a soif d'humanité. Il y a une pensée comptable, une pensée qui touche les gens comme s'ils étaient des objets ou des produits, qui fait que quelque part, il y a un cri
aujourd'hui, c'est un cri. Bon, c'est pour la retraite, mais ça pourrait être pour beaucoup d'autres choses. On voit que les banques, par exemple, sont au bord de la faillite et puis on trouve des milliards et des milliards et des milliards pour les sortir, mais on protège toujours la faiblesse du capitalisme et on ne met jamais dans l'humain, dans l'environnement, dans ce dont on a besoin pour nos écoles, pour tout le reste. Donc, il y a une façon de percevoir le monde qui n'est pas dans la hauteur des arbres qui permettent de voir la forêt, mais dans la folie de l'esprit qui ne voit plus que tout brûle, hein, et tout se meurt. Donc, je crois qu'il y a un cri du cœur qui est là et qui s'exprime dans la violence et dans sa beauté, les deux côtés. Comme chaque fois qu'on est dans une période de transition, de mutation, eh bien, il y a l'impuissance qui s'exprime, comme toujours, par des cris et des fois par une dépression. On a beaucoup de taux de suicide très importants, par le déni ou par la colère, hein. La colère, c'est l'impuissance aussi, ça mène à la violence et certains vont aller jusqu'à la rage, bien sûr. Et c'est normal, on a un monde qui ne veut pas mourir. Alors, de nos jours, quand on s'imagine le chaman, on a encore peut-être des vieilles images, avec, les plumes sur la tête, avec, tous ces attributs. Est-ce que tu peux nous recontextualiser un petit peu le chamanisme dans nos temps modernes? Oui, alors à ma façon. À ma façon, c'est pas, il y en a qui sont pour les traditions, il y en a qui aiment porter les costumes, comme il y a beaucoup de gens qui aiment les rituels avec des fleurs. Moi, je ne tue aucune fleur pour célébrer la vie. Je trouve que, la mort n'est pas une façon de célébrer la vie, mais, il y a diverses traditions. Moi, ce que je peux dire, c'est mon expérience, ma route. J'ai rencontré, plusieurs chamans et au départ, je voulais apprendre, hein, les rituels, codifier les choses, mais l'esprit est accroché à la terre où l'on vit. Et nous avons créé une société où la terre souffre, hein, où les animaux sont aussi exploités d'une certaine façon. Donc, quand on veut se relier, c'est autrement qu'au milieu de l'Amazonie. Moi, au milieu de l'Amazonie, c'était difficile pour moi, même au niveau de la respiration, au niveau des animaux, je ne connaissais aucun. Enfin bref, c'était vraiment, vraiment difficile. Heureusement que j'étais accompagnée, hein, c'était bien, mais je n'avais pas l'aisance que quand je suis en Cévennes dans mes forêts, où là, il n'y a aucun problème, hein. Je suis tranquille, j'ai vraiment les pieds sur terre et la tête dans le ciel et le cœur avec tout le monde. Donc, un jour, il y a vraiment une chamane qui m'a dit, mais pour un chaman est attaché à sa tribu et à sa terre. C'est pas un gourou, c'est pas un prêtre, c'est pas un leader politique, c'est quelqu'un qui fait partie du cercle. Et nous, dans notre besoin de retourner dans une forme d'humanisme, on a cherché des chamans qui ressemblent à des prêtres, quelque part, parce qu'ils se dissocient de leur tribu. Et donc, pour moi, le cercle, hein, les cercles que je fais, sont ma tribu. J'en fais partie au même titre que celui qui vient. C'est une part de moi. Et simplement, j'ai cette sensibilité qui permet une ouverture vibratoire, comme Mozart, par exemple. Je ne suis pas Mozart, hein, mais Mozart est un musicien, mais nous sommes tous des musiciens, on le sait, on a la preuve avec nos molécules d'eau qui, selon la musique, changent de forme. Donc, on est tous sensibles à la musique, mais tout le monde ne s'appelle pas Mozart. Par contre, on peut se fermer à la musique. Combien de personnes, quand elles écoutent l'opéra, elles disent « Ah non !» ou quand elles écoutent le jazz « Oh non, c'est trop sensible !» Bon, on peut se fermer. Le chaman est ouvert. Il est ouvert comme un musicien qui a en vibration, on pourrait dire, cette capacité à, quand je rentre dans un supermarché, je sais que je me ferme. Parce que si je reste ouverte, je fais faire des méditations dans les grandes surfaces. Quand on s'ouvre, on ne peut pas y rester. Et on vomit souvent, hein, ça provoque ça. Donc, quand on est réellement dans le métro, certains le voient quand ils reviennent de vacances, ils sont mal à l'aise, ils s'étouffent. 3 jours après, ils ne s'étouffent plus. Hein. Donc, on sait se fermer. Ben, moi, j'apprends à s'ouvrir avec notre terre et à l'écouter. Et dans les rituels qui viennent, comme les musiques, le tambour, c'est magnifique, j'adore jouer du tambour, mais aussi à montrer combien un tambour est différent selon qui le fait vibrer. Puis il y a des tambours qui nous quittent. Hein. Moi, j'ai un tambour qui m'a quitté. Hein. Il ne voulait plus jouer avec moi, il joue avec tout le monde, sauf avec moi. Bon, donc du coup, il est parti. Hein. C'est coquin, ça. Et donc, on a les tambours, mais on a nos musiques. Je fais travailler les gens avec leur musique, par exemple. Les chansons qui ont marqué, une chanson triste ou des choses comme ça. Nous sommes codifiés aussi avec nos vibrations qui ont touché nos émotions. Et donc, les rituels que l'on a, en tout cas pour moi, c'est d'essayer d'exprimer ce que l'on vit et cette séparation entre la tête et le corps. C'est une histoire d'amour. On se réunifie et en se réunifiant, on a peur parce que
on découvre les larmes du monde et on a peur de devenir violent parce que c'est par là que ça commence. Et ensuite, on commence à trouver la confiance dans le chaos, de se dire comme dans un accouchement, d'accord, il y a un moment qu'on ne comprend pas très bien, mais après, on va embrasser une merveille. Alors ça tombe bien, tu parlais de chaos, et justement, le titre de cette entrevue se veut être un clin d'œil, en partie tout au moins, à un reportage assez ancien et tout à fait exceptionnel que l'on doit à Shoot Again Productions ainsi qu'à France 5, dans lequel on aperçoit Abdellah, un chaman marocain en pleine baraka, donc en d'autres termes dans l'initiation et dans l'errance, en train d'aider un villageois à déloger un squatter pour le moins atypique. C'est bien un cobra que l'on voit à l'image actuellement. Ghislaine, quand j'ai vu cette séquence pour la première fois, je t'avoue avoir été totalement désarçonné. La prestance, le regard et la facilité avec lequel cet homme arrive à dompter un des reptiles les plus dangereux, se voulant indomptable, le tout en quelques secondes, je dirais en quelques minutes. Comment tu l'expliques est-ce que c'est explicable ? Oui, c'est une vibration. Il s'est rentré en contact avec lui. Nous, on ne sait plus se connecter au vivant. Le vivant, c'est cet animal. Et d'ailleurs, ce qu'il fait avec sa tête, c'est une façon de lui parler. Hein. Je vais le faire moi aussi. Mais en fait, il se met dans une danse commune. Et dans une danse commune, on se retrouve à comprendre ce qui se passe. Quand on demandait aux Indiens, mais comment vous avez fait pour le coton, ils ont dit, on a parlé à la plante. Quand on prend de l'ayahuasca qui a 100 km de différence, il faut 2 plantes différentes, ils disent on l'a demandé à la plante. Et là, quand on voit cette façon d'être proche de lui, je trouve que j'espère qu'il y prend beaucoup de plaisir. Si c'est un spectacle, c'est dommage. Mais j'espère qu'il prend beaucoup de plaisir à aimer cet animal à travers sa bouche. C'est spontané, hein. Alors, si Voilà. on suit bien le reportage, c'est totalement spontané. C'est un Alors, villageois qui l'appelle après avoir constaté une mue autour de sa maison, et là-bas c'est un signe d'alerte en général parce que ils sont apeurés par le cobra tout simplement. Donc c'est un cobra qui n'est pas apprivoisé, entre guillemets. Il y a les charmeurs de serpents, on connaît ce phénomène, mais là pour le coup non, c'est la première rencontre qu'il a avec lui, et Oui. ce n'est pas un spectacle. Mais quand on vit quand on voit les gens qui vivent dans la forêt depuis toujours, ils ont un rapport qui est à la fois magnifique. Je me souviens d'une fois, on était autour d'un feu de camp, il y a eu un genre de grenouille, et moi je suis arrivée avec tout mon romantisme, bien sûr européen, c'était le début, je parle de ça il y a 25 ans, et je vois un jeune prendre un truc, paf, il la tue, comme ça. Oh, je dis, mais quand même, c'était un esprit, t'es vivant, etc. Oui, non, il dit ça, c'est pas bon. Mais il n'y avait pas la connexion. Bon, on n'est pas toujours dans le sacré, hein, ni dans la relation profonde. Il y a aussi une vie où il y a des animaux qui sont, comme à un moment donné, certains partagés aussi, hein, quand c'est la période de famine, ils partagent avec les animaux le peu qu'ils ont. Pourquoi ? Parce qu'il faut que la chaîne survive. Donc, quand j'ai la conscience de la chaîne, je suis reliée non seulement vibratoirement, mais affectivement à tout ce qui m'entoure et à tout ce qui est vivant autour de moi. Et ça, c'est ce qu'on a perdu. Nous, tout est objet. Alors, il n'y a que 2-3 ans qu'on a mis les animaux comme êtres sensibles. Sinon, ils avaient le statut de meuble. Il ne faut quand même pas l'oublier. Donc, notre sensibilité, il n'y a pas. Mais il y a des gens, les chiens s'en vont, les chats. Moi, on me dit, t'es fusionné avec tous tes animaux. C'est vrai, j'ai des carpes qui sont maintenant dans la rivière et plus dans l'étang. Je chante, elles viennent. Mais c'est pas un spectacle, c'est parce qu'on s'est bien entendu. Et je veux dire, nous, on aime le pouvoir. Et chaque fois qu'on voit quelque chose qui est de l'ordre du lien, on pense que c'est du pouvoir. C'est juste la nature. Avec les animaux comme avec les êtres humains, il y en a certains avec qui on peut s'approcher, d'autres pas. Ça, c'est le respect aussi. Oui, parce qu'on voit un certain mélange des genres. Par exemple, aux Émirats arabes unis, certaines personnes, certains financiers très riches se retrouvent avec des lions ou des tigres dans leur appartement comme animal de compagnie. On voit ça avec un sentiment de répulsion en se disant c'est pas sa place quelque part. Il a rien à faire avec. Et déjà, est-ce qu'il va pas en faire son dîner, un de ces quatre ? Est-ce qu'il va pas se retourner à sa nature propre à un moment ou à un autre ? C'est totalement différent avec ce qu'on vient de voir et l'image du chaman marocain qui lui peut-être une autre sorte de connexion, comme tu disais. Il va quand même le mettre dans sa bouche. Hein. Il ne lui a pas demandé, l'autre. Hein. Il se retrouve dans ce rapport amoureux, on pourrait presque dire. Mais quand je vois des gens qui vont apprivoiser des lions et en faire des animaux domestiques, ça prouve que l'animal peut s'adapter, hein, s'il ne mange pas entre-temps.
que le lion mange pas la personne. Mais quand on fait avec nos chiens, c'est des anciens loups et on les a là, ils sont adaptés. Donc le vivant s'adapte. Et ça qui est extraordinaire, c'est que le vivant s'adapte. Dans le groupe, la dernière fois où on cherchait un moment vraiment qui étonne dans la vie, dans la vibration, elle racontait que elle était dans un abattoir, enfin dans un endroit où on allait abattre des poules, et un camion venait apporter énormément de poules pour qu'elles soient abattues. Et elle dit, ce qui m'a surprise, c'est le silence. Elles savent. Moi, quand je regarde les entrepôts où on voit tous ces cochons, toutes ces poules, quand je regarde nos immeubles à Paris ou quand je vais dans les grandes villes, je vois la même chose. Oui. Quand je vois les gens aujourd'hui qui sont, vous savez, c'est très étonnant. Par exemple, on a la pose de l'esclave. C'est la chose qui m'étonne le plus. Quand il y avait des domestiques ou quand on est avec l'autorité, il était interdit de regarder dans les yeux. C'était interdit. Hein, il fallait baisser les yeux. C'était ça la soumission. Or aujourd'hui, partout où on se promène, les gens sont avec leur téléphone et regardent en bas. Il y a ce schéma de cette adaptation de l'esclave, d'être assujetti et soumis à l'écran. On regarde en bas. C'est quand même extraordinaire. On n'a plus cette ouverture dont on a tant besoin. C'est un enfermement. Hein. Donc ça fait comme les animaux qui ne voient que dans l'endroit où ils sont coupés. Hein, enfin, pris. Ils mangent. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On mange, c'est la même chose. Chamanisme et relations amoureuses. Oui. Deux domaines en apparence plutôt éloignés, mais pour toi totalement imbriqués. Pourquoi, comment et dans quelles circonstances, s'il te plaît? C'est très simple. La construction verticale a un des fondements qui est la relation à deux. C'est là où on a commencé à mettre la loi dans la relation amoureuse. Il faut faire telle chose, il faut s'aimer de telle façon, il faut prendre des gens de tel milieu. Hein, c'était trop arrangé, mais c'est codifié parce que c'est l'endroit où logiquement il doit y avoir la transe. C'est l'endroit où justement on se transforme. Or, il ne faut pas se transformer. Pour ne pas se transformer, il faut rencontrer toujours le même profil afin d'avoir la même façon d'être au monde. Et quelles que soient les religions, elles ont toutes codifié le rapport amoureux. Parce que c'est la première initiation qui fait sortir du couple des parents, on va dire, hein, que premier couple avec maman, après avec papa, c'est la première relation qui va avec l'extérieur et où le lien qui se crée met une telle confiance qu'on peut oser faire fleurir en soi une part qu'on ne connaît pas. Parce qu'on ne tombe pas amoureux de l'autre, on tombe amoureux de la part de soi qui s'éveille. Quand je suis avec telle personne, non, j'en reviens pas. Moi qui n'avais pas confiance en moi, j'ai confiance. Ou moi qui n'osais pas rigoler, je rigole. Et ça m'a débloqué. Avec cette relation, une part de moi s'est affirmée. Et c'est ça qui est très, très important et qu'on ne veut surtout pas. Parce que quand je comprends ça, je peux accepter d'aller à l'autre et de me transformer en permanence. Et ce que l'on veut, nous, c'est la culture du mort. Chacun doit rester à sa place et quand il a été conditionné, hein, il doit rester avec le système dans lequel il est baigné depuis l'enfance. Alors, ça ouvre aussi le corps et le corps va dans la transe. C'est pour ça que, par exemple, les films porno sont des codes amoureux qui sont chrétiens, comme je dis, parce qu'on ne peut pas aller à la transe. On peut aller dans une excitation extraordinaire du cerveau, mais on ne va pas à la transe, parce que la transe va à la mort. Et il ne faut pas apprivoiser la mort. Si on apprivoise la mort, on pourrait être libre. Faut pas. Donc, et si on se transforme dans la relation amoureuse, c'est-à-dire dans chaque être que je rencontre, il y a une part de moi qui s'éveille. Si j'ose ça, les algorithmes ne peuvent plus me trouver. Alors donc ça marche pas non plus. Et la jouissance, c'est la petite mort? Ah, bien sûr, parce que c'est pas l'autre qui vous pénètre, c'est une énergie. Ouais, j'espère que vous l'avez vécu, quand même que tu l'as vécu et que toi aussi tu l'as vécu. Bon, c'est quand même une énergie, on ne sait pas ce qui se passe. On dit oui à quelque chose qu'on ne comprend pas qui nous traverse. C'est un état d'extase et de satisfaction. Or, si je suis satisfait, je suis en paix. Donc, je ne rentre plus dans le manque et le besoin constant de chercher quelque chose, ce qui n'est pas bon du tout pour notre conditionnement. C'est pour ça que l'union du corps, quand le corps s'éveille, déjà, on ne peut pas aller avec tout le monde. Il ne suffit pas que la checklist soit remplie pour que je puisse aller avec cette personne. Or, si je suis coupée de mon corps, je peux le faire. Alors que si je suis ouverte à mon corps, je peux dire oui à tout, mais j'ai pas envie. On croit que sexuellement, il suffirait de voir quelqu'un à poil pour avoir envie. C'est faux.
Le corps est extrêmement sélectif. Avant de faire une danse amoureuse, une transe, il faut vraiment qu'il y ait une connexion importante qui se mette en place. Ouais, Sinon, on a d'autres formes. c'est alchimique. Justement, l'alchimie, c'est la transformation. Or, nous ne voulons pas de transformation. On est dans un monde qui, c'est assez très étonnant, c'est que quand on va dans le chamanisme, ce qu'on apprend à célébrer, c'est que le monde qui a 3 milliards 7 d'années, eh bien, n'a cessé de se complexifier. Il est de plus en plus complexe. On trouve des espèces de plus en plus raffinées, avec des couleurs de plus en plus. C'est énorme la complexité du monde. Et l'humain, lui, va dans une simplification qui en devient bête. On simplifie tout. On veut être tous des champs de tulipes hollandais. Ah, c'est quand même terrible. Alors que la vie est une permaculture qui étonne par justement cette différence et de que chaque être est unique, mais chaque flocon de neige, chaque grain de sable, chaque grain d'herbe. Et nous, on veut tout pareil. La vie est une permaculture pour les hommes également. Et ça, Oui. c'est une phrase qu'on gardera. Merci. Tu parlais de conditionnement. Avec la vision chamanique, on a déjà 3 piliers de déconditionnement proposés. Le vivant, le temps, l'espace. C'est une vision complètement différente de ce que nous, on entretient dans nos cultures. Tu peux nous en parler? Oui, parce que la vision, quand on parle voir à l'extérieur, les yeux ne voient rien, on est dans une salle de cinéma. Bon, donc c'est notre cerveau qui produit les images, il ne faut pas l'oublier. Or, on a 2 façons d'être au monde. Soit on passe par le cerveau, comme dans un film où je peux avoir peur, être très angoissée alors que je suis chez moi, dans mon lit, que tout va bien, mais mon corps va avoir les symptômes de l'angoisse. C'est la première chose. Et ça, quand je suis bien conditionnée, eh bien, je peux avoir peur aujourd'hui avec ce qui monte, qui va nous diviser et amener à l'horreur, parce que ça viendra, parce que c'est ce que l'on construit. On porte la haine de l'autre, hein, suffit qu'il soit marron ou qu'il porte un turban ou quelque chose comme ça. Ah, il fait peur. Ah, il fait peur. Ah, il ne devrait pas être là. C'est notre tête qui le voit, parce que si notre corps est à côté, on trouve quelqu'un qui a un turban, bon, et alors, ou quelqu'un qui est marron, bon, et alors, bon, parce que je suis avec mon corps. Si je pars de mon corps, ma réalité est différente. Supposons, quand mon compagnon rentre, si je pars de mon corps, je peux sentir que quand il rentre, je m'angoisse. Pourquoi? Si je pars de ma tête, je peux dire ah ouais, on est bien quand même, il est là, on est bien. Vous voyez, la tête peut permettre l'inacceptable, le corps non. Et on veut nous faire croire que c'est l'inverse. Quand je suis avec ce que je ressens, je me respecte et je peux pas aller très très loin. Mais par contre, avec ma tête, je peux tuer des gens en pensant que s'ils meurent, la vie sera paisible. Ma tête peut voir ça. Par contre, avec mon corps, quand je vois un jeune de 20 ans que je dois tuer pour que je sois en paix, c'est beaucoup plus difficile, non? C'est ce qu'on appelle la magie noire. Hein. Pourquoi? Les pensées négatives à l'égard d'autrui. Mais ce n'est pas des pensées négatives, c'est de la réalité. Mhm. Ah non, non, ce n'est pas des pensées négatives. Nous sommes dans un monde qui meurt, personne. Le conditionnement fait qu'on ne le voit pas. Oui. C'est pas des pensées, ça, c'est ce que l'on fabrique. Je peux aller dans la rivière, voir des poubelles et tout le reste, et je ne les verrai pas. Les gens se baignent dans le Gange pour se purifier, alors que c'est un cloître. Oui, effectivement, oui. Bon, donc là, c'est plus des pensées. C'est qu'on a une réalité sur la réalité. Et c'est pour ça qu'il faut être courageux pour aller dans le chamanisme. Parce qu'après, on voit. Et justement, est-ce que tu peux définir brièvement ce qu'est le chamanisme pour tous les néophytes qui nous regardent et qui nous écoutent, et expliquer ses principales croyances et les principales pratiques? Alors, toujours dans ma vision, qui n'est pas la vision générale. Il n'y a pas de général. Je crois qu'il y a autant de chamanisme que de chamans, surtout, je parle en Europe. On n'est pas baigné de tradition. On est dans l'urgence de la situation, ce qui est très différent. Donc pour moi, la base, c'est un être réunifié et qui part à partir de sa sensibilité, de sa connexion au monde. C'est quelqu'un qui sait qu'on est tous connectés, tous du caillou. Moi, je rentre dans les pierres, mais depuis que je suis petite, ça c'était pas, on me l'a pas appris, je le faisais naturellement. Donc, on a des possibilités vibratoires où on sait, comme disait Einstein, que c'est une illusion de croire qu'on est coupés les uns des autres. On est connectés. La première base, c'est cette connexion. Une fois que je sais ça, ce que je sais, c'est que tout me traverse. Donc après, comment je fais pour entrer dans une forêt quand je suis consciemment dans une forêt? C'est très, très différent que quand j'y vais avec ma tête romantique. Donc, une fois que j'ai ces vibrations-là, eh bien, il y a une réalité sensible qui se crée.
Et je vois, j'entends la souffrance de ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, on a perdu le nez et le goût. On sent très peu de choses. Notre odorat se ferme inconsciemment à beaucoup d'odeurs, ce qui fait qu'on ne sent pas quand ça pue. Regarde les villes, on n'a jamais autant dit, on n'est jamais aussi propre que dans les villes. C'est l'endroit où on pollue le plus. C'est quand même dingue. Et je disais, tu vas dans un appartement dans les villes, c'est nickel chrome. Tu vas à la campagne, évidemment, entre les chiens, la cheminée, la boue où la terre rentre. Pour nous, la terre, c'est pas sale. Hein. On peut encore avoir de la terre, c'est pas grave. Alors on va dire, ah ouais, c'est quand même un peu sale à la campagne. Ben oui, mais à l'extérieur, c'est propre. Ce qu'on ramène ne paraît pas propre. On a une notion du sale et du propre qui est très, très étonnante. Donc, on a perdu le nez, on a perdu le goût. On n'aime plus le amer, on n'aime pas le aigre. Donc, on arrive avec le sucre, qui est l'aliment de la récompense et de la soumission. Donc, ces deux éléments, quand ils se réouvrent, quand l'odeur se réouvre, quand les sensations se réouvrent, évidemment que la réalité n'est pas la même. Alors, c'est pour moi ça la base. La base, c'est la réouverture d'une réalité sensible. Tu donnais un exemple dans une de tes vidéos, je crois, où tu disais que lorsqu'on habite en ville dans un appartement et qu'on part à la campagne, pendant 1 mois ou 3 semaines et qu'on revient dans notre appartement, on sent cette odeur. Oui, mais comme pendant le Covid, certains ont compris qu'ils avaient un petit appartement. Parce que jusque-là, ils ne le savaient pas. Pourquoi? Parce que la brasserie d'à côté, la piscine à droite et à gauche était une suite de l'appartement. Mais quand les 30 mètres carrés ont été bien 30 mètres carrés et qu'il n'y avait personne qui rentrait, ils ont su qu'ils étaient dans une cage. C'est là où on découvre aussi que le silence de la ville, on ne le connaissait pas. Hein. Toutes ces choses-là qui sont apparues, il y en a qui ont quitté la ville après le Covid parce qu'ils ont enfin compris leur solitude. Ça aussi. Quand je cours tout le temps, je ne sais pas que je suis seule. Je suis un agité qui croit qu'il a du monde autour. C'est pour ça que quand on voit dans le chamanisme une forme de pouvoir, ce qu'on découvre, c'est que c'est la vie qui est magique, pas l'homme. On fait partie de la création. On n'est pas un au-dessus de la création. La vie est magique. Et on est la vie. Donc, comme il n'y a pas la nature, on est la nature. Donc, cette union amène à une énorme douleur aujourd'hui. C'est un puissant fond de douleur parce qu'on est peut-être la seule espèce qui détruit le nid qui l'abrite. C'est un truc de fou, mais peut-être que c'est ça le destin de l'humanité, ou peut-être que nous sommes aussi dans cette fermeture qui va exploser, sûrement, j'espère en tout cas, et que la génération qui arrive et qui regardera le monde agoniser va rencontrer l'amour inconditionnel. Combien de fois, quand quelqu'un est malade ou se trouve à la fin de sa vie, on n'a plus envie de se disputer, on veut juste une heure de plus. On veut l'aimer encore plus profondément. On est prêt à s'ouvrir parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de calcul. Et peut-être que quand la jeunesse va rentrer dans la protection, elle va rencontrer cet amour inconditionnel qui fera fleurir le monde. Le rôle autrefois du chaman traditionnel, puisque c'est quand même une valeur assez ancestrale, est-il ou était-il différent du rôle du chaman contemporain? On met des termes. Aujourd'hui, on met chaman, comme tout à l'heure tu disais psychothérapeute, etc. En fait, je partage une vie. À l'âge que j'ai, c'est une vie qui s'exprime. Hein. C'est le chant du Cid, comme on dirait. Donc, c'est tout ça. Mais nous, on aime des cases et des mots. Le chaman contemporain, ça reste quelqu'un qui est dans sa tribu, dans son village. Quand je rencontre quelqu'un, on se connecte vibratoirement. Si je touche une part de moi, par exemple, si je prends quelqu'un qui a vécu un traumatisme très, très important, supposons un viol ou autre, et qui se connecte à ma part traumatisée, si il y a dans cette part traumatisée qui est la mienne, sans mots, hein, on a eu la blessure, on en est sorti et on est victorieux. C'est-à-dire que la richesse de la blessure fleurit. À ce moment-là, sans mots, cette connexion vibratoire va faire fleurir chez l'autre la certitude que le chemin a une fleur au bout et ça apaise. C'est-à-dire, c'est vraiment cette conscience que le monde est un cycle, qu'au bout de la nuit, il y a le jour, que le mal engendre le bien et le bien engendre le mal, qu'il n'y a ni mal ni bien, qu'il y a juste une danse qui de temps en temps fait souffrir pour vous sculpter, mais que quand même, la vie est une éternelle transformation. C'est ça, le chaman, c'est qu'il est le garant de cette transformation, de tout passe et que l'amour est présent. L'amour du monde, la beauté du monde. C'est pas l'amour à nouveau romantique, c'est pas l'amour culpabilisant, c'est juste celui qu'on trouve quand un soleil se lève ou tout simplement quand
le rire d'un enfant vous touche aux larmes et vous fait sentir à votre place profondément. C'est la beauté du monde qui joue en nous et qui peut jouer en tous. Nous, on court dans la tête, ici. Et quand on se pose dans le cœur, alors oui, le chamanisme, c'est peut-être ça pour moi. Oui, tu l'as dit, cette humanité, elle est en pleine mutation, c'est indéniable. Donc, dans cette définition que tu nous donnes là du chaman, cet être, conscient, connecté, dans le tout petit comme dans le grand, finalement, est-ce que c'est pas, le guide, justement tu l'as placé ce mot-là, le garant de cette humanité, en devenir et en mutation? Je l'entends un peu là, dans tes mots comme, une mémoire, un souvenir, quelque chose d'essentiel, d'originel à conserver derrière. Je crois qu'il y a la conscience, parce qu'il y a le voyage du temps, hein, parler de temps, le voyage du temps, que derrière l'horreur s'ouvre le cœur. On se fait peur dans l'horreur. Hein. Après la dernière guerre mondiale, on s'est tellement fait peur qu'on a fait plein de lois sociales, parce qu'on s'était fait très très peur. Mais dans un couple aussi, des fois, on se fait très très peur, et après on se dit, oh non, non, que j'ai pas pu faire ça. Hein. Donc, notre capacité à être le volcan nous donne des fois le goût d'être la luciole, la lumière du bas des montagnes. Et ça, c'est un cycle. Et c'est un cycle qui existe. Donc, quand on arrive près du volcan, dans cette époque-là, c'est bien d'avoir des êtres qui savent que, oui, il y a le volcan. Demain, il y aura la luciole. Et quand on est dans la luciole, on n'oublie pas qu'il y a le volcan. Et quand il gronde, quand on sent que les choses se répètent, les mots, la façon de créer les propagandes et tout ce qu'il faut pour que le cerveau soit conditionné à exploser, eh bien, on sait que c'est qu'une étape de la vie, parce que la vie est un cycle. Le chaos, un nouvel ordre. Le chaos, un nouvel ordre. C'est ça qui, je crois, apaise. Ça n'empêche pas d'avoir peur, ça n'empêche pas d'être malheureux, d'être, bien sûr, mais c'est le fait que la transformation est constante. Dans les ateliers que tu proposes, tu annonces que tout le monde peut réveiller le chaman en lui. De Oui. nos jours, dans nos temps modernes, qu'est-ce qui empêche ce mouvement qui a l'air naturel, finalement? C'est vraiment revenir à son essence, à ce que l'on est, des êtres humains connectés, faisant partie de ce tout. Donc qu'est-ce qui l'empêche à aujourd'hui? Même si j'ai une petite idée, mais surtout, qu'est-ce qui peut le faciliter, cet éveil? De toute façon, c'est le résistant. Plus je vais aller dans l'humanité, plus je vais être un terroriste. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est très important, c'est d'être coupé pour pouvoir foncer là où on nous dit d'aller. Hein, la technologie, quand même, on arrive à un point où ce matin, je faisais une vidéo sur ces outils qui vont capter l'émotion des personnes âgées. Donc, on va être sous caméra. Je disais, je veux pas mourir sous une caméra. Je veux pas mourir sous une caméra. Je suis un être humain. Ça paraît bête, hein, mais des fois, j'ai envie de le hurler, ça. Parce qu'on va être tellement connecté partout que l'humain devient celui qui crée le chaos alors que tout va très, très bien dans la technologie. Alors, si je reste humain, je brouille les cartes. Et aujourd'hui, ce qui est en danger, c'est notre humanité. Alors, devenir un résistant, c'est pas devenir un chaman, mais c'est déjà se rouvrir à la musique du monde. Après qu'on soit Mozart, la vie le dira. Mais si déjà on fait de la musique, on rentre dans le cœur. Et c'est très important. C'est pas facile de venir travailler avec moi. Ils vous le diront tous, hein. C'est vraiment pas facile. Pourquoi? Parce que on rentre vraiment dans voir. Hein. Sentir, c'est voir. Sentir à partir du corps, la réalité au monde se crée. Mais ce que j'ai compris, c'est que quand on regarde les mécanismes à travers les roues de médecine, eh bien, les gens, des fois, disent, mais c'est pas possible, alors où c'est qu'on va, etc. Mais ils découvrent en même temps leur solidarité. Ils découvrent en même temps le bonheur d'être ensemble et de commencer à imaginer des choses pour traverser l'épreuve. Et tout d'un coup, ce lien du cœur fait que la vie, même dans l'horreur, a du sens. Quand je protège quelqu'un que j'aime, ça a du sens. D'abord, ça me donne des forces que je n'aurais pas pour moi. Hein. C'est pour ça que l'amour est enlevé. Parce que c'est l'arme du résistant, l'amour. Si j'ai mon enfant qui va se faire écraser, je vais me jeter sur la voiture. Si j'ai un ami qui est en danger, qu'on partage, je vais avoir la force pour lui. Pour moi, j'y arriverai pas. Mais pour l'autre, oui, je vais y arriver. Donc l'amour, c'est vraiment l'ennemi aujourd'hui de notre société. Donc, quand on y retourne, ce qu'on sait, c'est que où qu'on soit, dans une prison, dans un camp ou ailleurs, si je sais encore toucher les cœurs qui sont autour de moi, je serai heureux d'être là. Le pire, c'est d'être commandé et après d'avoir honte de ce que l'on a fait. Je crois que c'est la chose la plus terrible. C'est quand les gens sont revenus des camps, ils ne pouvaient pas en parler. Autant ceux qui l'avaient vécu que ceux qui avaient encadré les camps.
On ne pouvait pas mettre des mots parce qu'on ne se reconnaît pas là-dedans. Les gens qui ont dénoncé des gens qui étaient à côté, qui étaient leurs amis, dans les guerres civiles, on voit la même chose. On ne se reconnaît pas. Mais comment c'était mon cousin? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais avec le Covid, combien de familles se sont déchirées pour ce vaccin ou pas? On ne se reconnaît pas dans ce qu'on fait. Donc, quand on a le cœur ouvert, c'est ce que je disais pour quand je suis près de quelqu'un qui est malade, tout ça, ça compte pas. Ce qui compte, c'est qu'on peut être différent, mais on s'aime encore. Et ça, c'est le chamanisme pour moi. Et c'est marrant parce que tu parlais en tout début, avant que je te pose la question, de manière spontanée, des manifestations, et avec un élan, un prisme très positif, en disant que justement, toi, tu vois la rencontre de son prochain qui est au Oui, rendez-vous à nouveau, en fait. oui, parce que quand on est dans les écrans, qu'on signe des pétitions, etc., oui. Mais aujourd'hui, par exemple, un supermarché, c'est pas une épicerie. Un supermarché, je vais acheter. Et même maintenant, quand je paye, je vois presque plus de caissière Ouais, dans certaines caissière villes, d'accord? automatique. Mais ce qui fait que quand c'est que je rencontre quelqu'un, ça devient très difficile de rencontrer quelqu'un. Je suis constamment dans un monde où je commande, on me livre, je fais, on me livre. Je suis vraiment tout seul. Et tout d'un coup, dans une rue où il y a l'énergie. Alors, quand je fais du chant, bien sûr, je découvre que le cœur, c'est top. Quand je vais au foot, bien sûr. Enfin, moi, je ne vais pas au foot, mais je suppose que ceux qui vont au foot, ils découvrent la même chose. Quand je découvre l'élan que peut donner des êtres qui se rassemblent, je me dis, ah, c'est bon quand même. J'ai quelqu'un qui me parle, qui me touche, on ne se touche plus. Là aussi, le corps s'endort, on ne se touche plus. On dit que les spermatozoïdes des hommes, bien sûr, sont en train d'être catastrophiques, mais surtout la libido. La misère sexuelle et affective est d'autant plus omniprésente de nos jours, ça c'est un fait. C'est logique. J'ai eu des patients qui me disaient dans les constellations, par exemple, ils tombent amoureux par écran. Hein, ils font l'amour par écran, et puis alors maintenant il y a des objets, hein, des trucs que vous achetez 35 € pour avoir, alors ça c'est un truc de fou, hein, pour avoir un baiser, hein, vous mettez le baiser avec la langue et tout, et puis l'autre à côté, de l'autre côté à des centaines de kilomètres, elle entend. Mais on peut même avoir, Il y a plus un farfelu mode qui encore. est commandé par le téléphone. Bon, enfin bref, alors là on arrive à des summums, hein, je ne sais plus, mais le plus grave, c'est que quand ils sont au lit, ils sont plus en vie. Eh oui, Et quand ils se rencontrent en vrai, le corps n'y est pas. Le corps ne sait plus se reconnecter. De la même façon, les films porno créent des images où on peut aller très très vite. Avant, on n'allait pas mal, hein, c'était 7 minutes, alors maintenant, on peut aller encore plus vite. Parce que toutes les images arrivent, elles excitent, elles font pouf, elles font leur boulot, hein, de toute façon. Hein. Elles savent très bien déclencher. Mais ce n'est pas vous, c'est votre tête. Vous êtes comme dans un film. La même chose. Vous ne savez pas la différence que donne le fruit défendu. c'est la dopamine, on la retrouve aussi dans les réseaux sociaux. Donc il y a un jet de dopamine à chaque visionnage de films porno ou de séquences porno, mais comme quand on swipe sur TikTok ou sur Instagram ou sur Facebook, ou quand on reçoit des likes aussi également, c'est cette dopamine qui vient transformer la réalité quelque part et fausser la réceptivité de notre corps, hein, Oui, émotionnel. parce que c'est exactement une anorexie du corps. On croit qu'on est nourri alors qu'on est affamé. On croit qu'on est nourri de liens alors qu'on crève de faim. Ah oui. Le lien a besoin d'être touché. J'ai besoin de boire un coup avec quelqu'un, de rigoler, de le postillonner. J'ai besoin de ça. Si j'ai pas ça, je vais avoir le fantasme. Je suis dans un monde fantasmé où je crois que je mange alors que j'ai rien mangé. Mais Ghislaine, ça a été compliqué ces derniers temps, parce que je vais te prendre l'exemple d'aller effectivement à la rencontre de son prochain dans un bar. Pendant la période du coco, les discussions au comptoir allaient bon train dans un sens plutôt que dans l'autre. Et entendre qu'il fallait se faire picouser, que sinon on n'était pas admis en société, qu'on pouvait nous foutre sur le bûcher littéralement, c'était compliqué. On avait plutôt tendance, pour certains, à se renfermer sur nous-mêmes, ou plutôt à aller se réfugier dans la nature, dans le silence et dans la solitude. Oui, c'est ce qui va se passer à l'échelle de notre vie ensemble. Le Covid n'est qu'une expérience on peut avoir des visions différentes. Simplement, quand le message est une propagande au lieu d'être une information, eh bien, il crée des camps. C'est obligé. Là, on n'avait pas une information, on avait une propagande. À partir du moment où on a su que ce n'était pas un vaccin, mais que c'était un traitement qui permettait d'avoir, soi-disant, moins de cas extrêmes, à partir de ce moment-là, il n'y avait plus de raison de tolérer celui qui choisissait de mourir. Il pouvait. De tenter le coup, ça sera un cas extrême, je mourrai, voilà, j'ai le droit. Non, moi, je sais que je me suis fait vacciner
à un moment donné, alors que j'étais contre, mais complètement contre. Et puis, un jour, j'avais une lutte. Ah oui, parce que j'ai arrêté aucun stage, par contre. Je suis vaccinée, mais aucun stage. Il fallait quand même que je marque que je n'étais pas d'accord. Et que les gens pouvaient venir pas vaccinés, d'accord? Pas malades, bien sûr, mais pas vaccinés, hein, juste avec leur truc. Et je faisais confiance. Mais quand on doit faire une lutte de sudation, à l'époque, je croyais que le vaccin, ça empêchait de contaminer les autres. Et je me suis dit, je vais mettre une saloperie en moi, je ne suis pas d'accord. Mais en fait, je me suis raconté une histoire. Je me suis dit, ma foi, si je dois mourir avec ça, je mourrai avec ça. Et parce que j'acceptais de mourir, je pouvais infiltrer ça pour vivre une lutte, pour amener des gens dans ce moment où on était dans un état catastrophique, pour amener des gens qui n'étaient pas vaccinés, pour le trois quarts, qui n'étaient pas vaccinés, pour les amener en toute tranquillité. Donc, on peut faire des choix, changer de choix, mais ce qui est important, c'est de respecter que chacun puisse avoir ses choix. Un médicament, si je lui donne du pouvoir d'être bon, il va l'être. Parce qu'on dit souvent, les chamans, ils racontent une histoire avant de te donner quelque chose. Tu prends une tisane, mais d'abord, tu as 1 heure, une plombe d'histoire sur les effets, sur l'histoire de cette plante, ce qu'elle va te faire, comment son esprit, ce qu'elle te donne, etc. Pourquoi? Parce que tu ne manges pas quelque chose, tu communies avec des plantes qui vont venir s'occuper de ton corps. Hein. Ça va être une danse avec ton corps. Si j'ai peur, les gens qui avaient peur, moi je disais, on me disait, tu crois j'ai peur, qu'est-ce que je fais? Je dis, si tu as peur, tu ne te piques pas. Parce que ta peur est plus dangereuse que le médicament. Oui. Donc, tranquille, on se respecte. C'était difficile, la propagande faisait que chacun pouvait être une bombe. Hein. Les personnes âgées n'étaient plus vues, et j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, pour que les personnes âgées, même s'il y en avait une qui m'avait dit, mais tu sais, je peux mourir, hein, c'est pas grave, hein, mais au moins je ne meurs pas seule. Parce que si je dois mourir seule, c'est une catastrophe. Il me faut quelque temps de joie. C'est ça la vie. C'est pas survivre, c'est vivre. Et ça, on a du mal à entendre hein, aujourd'hui. Hein. Mais ça va être beaucoup plus profond, beaucoup plus difficile. Là, ce qui arrive sera le Covid, à la rigueur, est assez simple. Ce qui arrive va être beaucoup plus compliqué. Ouais, d'autant plus que je reviens aussi par rapport à ce que tu disais juste un petit peu avant, le transhumanisme est de plus en plus omniprésent, et plus on est connecté à la technologie, moins on est connecté à la source. Oui, et on ne saura plus le faire. Bon, on voit bien, les enfants ne savent plus compter, c'est pas très grave, hein, mais il y a une partie qui est enlevée. L'idée d'aller seul dans les bois quand on a 7-8 ans, l'espace de liberté est complètement réduit. Un enfant, on a peur de le laisser dans la rue, on a peur de le laisser parce que avec tous les films qu'on voit, la rue est devenue dangereuse virtuellement. Donc l'espace est réduit. Cette idée que l'homme augmenté assurerait de la paix ou de la joie, c'est un peu comme penser qu'une évolution, on dit on est un monde évolué, c'est pas toujours bon une évolution. On peut évoluer en sens mauvais. Et là, à part de choisir de détruire l'humanité, et c'est peut-être ça l'idée, hein, mais j'ai le sentiment que ça réveille beaucoup de personnes aussi dans le sens inverse. Et c'est pour ça que le mot chaman marche bien, parce qu'il réconforte. Il porte en lui l'idée qu'on a le pouvoir de vivre sa sensibilité. Le mot pouvoir ne se perd pas dans l'imaginaire de notre culture. Donc, quand je dis chaman, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, donc il peut traverser l'horreur, mais quand même, il a du pouvoir, donc il peut traverser l'horreur. Ça fait ça. Bon, alors qu'en fait, c'est un homme, hein. C'est un homme très, très ouvert, comme un musicien, comme quelqu'un qui sait guérir le feu, c'est quelqu'un qui a cette possibilité. Bon, mais ça, nous, on peut y aller que parce qu'on a confiance dans ce pouvoir. On a oublié qu'on était fabriqué pour vivre la vie qu'on a avec les animaux, avec la nature, qu'on faisait partie de la nature. On est toujours au-dessus de la nature. Ça, c'est terrible. C'est le jour où on aura réintégré la création, alors oui, c'est le pouvoir du monde qu'on aura, pas le sien. Si la goutte d'eau sait quel est l'océan, croyez-moi, elle peut être à la fois la goutte d'eau et à la fois l'océan, tout va bien. Hein. En ces temps de chaos, il y a certaines, on voit passer dans le milieu spirituel, certains pour qui ils mettent en opposition le chamanisme et le spirituel religieux. Ah oui. Est-ce qu'il n'y a pas un point de ralliement dans le sacré? Non, parce que, enfin non, je suis excessive dans mon propos. Mais en fait, le religieux, c'était Christiane Singer qui le disait très très bien. Elle avait une façon de le raconter, j'aimais beaucoup ça. Et je partageais complètement cette réalité. Avant que la Bible ou que tout ce que l'on a comme livre, avant que le livre et l'écriture expriment ceux qui n'avaient pas de mots, quand Rumi ou quand Mahomet danse et qui dit « je danse avec les atomes », il n'écrit pas « il faut tourner tant de fois pour aller danser avec les atomes ». Quand
le Christ dit la loi est faite pour les hommes et pas l'inverse, il peut pas avoir créé le livre parce que ça irait à l'inverse de ce qu'il a dit. Donc, ceux qui vivent l'expérience de la vie ne l'écrivent pas parce que la vie se transforme constamment. Or, les livres sont le culte du mort. Les lois, les religions sont les cultes du mort. Le chaman est vraiment l'expression de la vie. Quand mon amie colombienne Sarah me disait « occupe-toi de ta terre », elle disait « tes rituels viendront avec ta terre ». Il faut l'adapter à notre époque. Si je vais dans une mine, c'est une chose, mais si je vais dans une usine où il y a 10 personnes et tout le reste c'est des robots, j'ai une autre vibration à connaître. J'ai quelque chose à comprendre parce que cette matière qui se met à bouger, qui se met à être vivante quelque part, bien il y a quelque chose qui résonne en moi. Alors je vais chercher en moi cette matière automatique qui me construit et à travers une chaîne d'usines, je peux faire résonner ma propre chaîne de conditionnement. Alors évidemment qu'en Amazonie, vous n'allez pas la voir, la chaîne. Même au Tibet, vous ne l'avez pas celle-là. Nous, on doit adapter le vivant au vivant d'aujourd'hui. Et je ne fais pas de... J'oublie tout ce que je fais. Quand je fais des initiations, j'ai une assistante qui vient, alors elle essaie de s'en souvenir, mais moi je m'en souviens pas. Des fois je lui dis qu'est-ce qu'on a fait, je le sais pas. Et des fois quand elle l'écrit, je comprends pas ce que ça veut dire parce que je sais pas le refaire. Ça descend, comme je dis, on le fait et on l'oublie. Parce que la vie, c'est de l'éphémère qui se répète pour l'éternité. Et donc, ce qui est valable avec quelques personnes qui sont là, ne l'est pas pour les suivantes. Il peut y avoir un cadre qui est souple, qui est ouvert, mais chacun amène quelque chose qui fait que l'ensemble révèle l'unité. Et ça, c'est une force de la vision horizontale qui est très différente, alors on revient au livre, de la vision verticale où le visionnaire impose sa vision du monde au grand nombre. Le chaman, c'est du multiple né l'unité. C'est exactement l'opposé. Donc, on ne peut pas être pour la loi. Et quand il y a des chamanismes, enfin des cultures qui sont en verticale, où il y a une codification des rituels, ce qu'il faut faire. On vous dit qu'il faut faire tant de tours. Si on s'écoute vraiment, on sait pourquoi on va faire tant de tours et pas un autre. Le chiffre 9, ça n'a pas la même dynamique que le chiffre 3 ou que le chiffre 1, mais quand on le vit dans son corps, on le sait. J'ai pas besoin d'explication pour ça. La direction de l'ouest ou de l'est, de nord ou du sud, et c'est une incarnation complètement différente. Mais je le sais, la vibration, je l'expérimente. Donc partout, je la connais. Quand on codifie, c'est un peu comme une recette de cuisine. Si vous la suivez à la lettre, c'est bien, mais il y a des fois, vous la faites... Moi, je ne sais pas lire une recette de cuisine, hein, mais on le fait avec sa bouche, on le fait avec les aliments, qu'on sent ce qu'il pourrait faire, ce qui vous vient. Il y a quelque chose qui se passe. Je ne fais jamais 2 fois le même plat. C'est impossible. Tous les textes religieux et prophétiques seront, selon toi, inadaptés, voire obsolètes? Non, parce que celui qui le lit va en comprendre selon son époque, va en comprendre un tel ou tel message. Par exemple, si je dois lire « Aime ton prochain comme toi-même », voilà une bonne idée. On est tous d'accord, on l'a un peu partout, parce que tous ces textes ne parlent que d'amour. Ils font la guerre, mais ils ne parlent que d'amour. Donc, aime ton prochain comme toi-même, mais toi-même, il faut que je m'aime. Mais moi, si j'arrive et que je dis « Oh, je m'aime, je me trouve super, etc. » Orgueilleuse, pour qui tu te prends, avec ce que tu as fait. Ah, bon, alors, donc je ne peux pas m'aimer. Alors, je dois aimer mon prochain comme moi-même, c'est-à-dire que je ne l'aime pas. Voilà, ça reste simple. Ouais. Et la parole, si elle est transmise dans le corps, à ce moment-là, elle incarne son incohérence qui est souvent avec l'esprit de celui qui l'a vécu et qui n'a pas mis de mots, hein, qui est « aime ton prochain comme toi-même », mais la construction ensuite qui a constamment flagellé l'être humain empêche cette phrase de s'épanouir dans sa dynamique de vie. Et si on la ressent physiquement, on se dit « comment je peux aimer ?» une personne qui doit toujours s'améliorer, se rechanger, etc. C'est pas possible. On en revient à ce phénomène c'est pas le texte en soi qui est mauvais, c'est son interprétation. Oui, et c'est le problème d'ailleurs avec les intégristes, par exemple, qui pensent que le texte ne peut pas bouger. Même la langue a bougé. Donc c'est difficile quand on traduit un texte avec une langue qui est vivante et qui bouge. Et puis, il y a ceux qui sont des religieux, on va dire, qui le font évoluer avec la danse du monde et qui essaient de l'ouvrir à l'époque. Mais on met toujours le guide qui donne la référence ou l'explication du texte. Dans le chamanisme, on dit « vis la parole, vis-la, expérimente-la et regarde ce qui fleurit chez toi. Je marche ma parole. » C'est autre chose. C'est pas la même chose. On a des écrits chamaniques, justement, qui font autorité, entre guillemets, bien entendu. Moi, je n'en connais pas. Et peut-être parce que c'est mon caractère.
faut le voir. Moi, j'aime expérimenter. Donc, je préfère y aller, ce qu'on a fait pendant des années avec mon mari. Ce que j'aimais, moi, c'était expérimenter et voir ce que ça faisait sur moi, telle ou telle tradition ou telle chose, mais aussi les lieux. Ce n'est pas la même chose quand on est au Pérou que quand on est en Colombie. Ce n'est pas la même chose dans tel ou tel village. C'est pas la même chose si je suis à Sainte-Augustine, si je suis ailleurs. C'est pas la même chose. La vibration du lieu est un enseignement à lui tout seul. Pour moi, le livre, c'est la terre. C'est le lien avec chacun. Ça, c'est un livre qui me révèle à chaque instant ce qui se passe à l'intérieur de moi et qui m'ouvre au monde. Parce que dans le monde de l'Indien, ce qui est à l'intérieur, c'est le reflet du monde extérieur. Si je m'ouvre à l'intérieur, le monde s'ouvre à moi. Mais il s'ouvre pas avec la tête, il s'ouvre avec cette rencontre de l'autre qui vibre en moi. Ça qui est très étonnant. On n'est pas dans la transmission écrite, ni dans la transmission orale, on est dans la transmission intérieure, donc intuitive quelque part. Oui, mais oral, ça peut aller. Oral, si je suis avec quelqu'un qui me parle, je sais même pas ce qu'il entend. Enfin, il sait pas ce que j'entends, il sait pas ce que je comprends. La transition orale, mais combien de fois on se dit des fois, mais je te l'ai dit 10 fois. Ah bon? Non, je l'ai pas entendu. Mais si je t'ai dit ça, ah non, c'est pas ça que tu as dit ça. Mais ils ont raison tous les deux. On sait pas je ne sais pas ce que tu entends de ce que je dis là, et je ne sais pas ce que les gens entendent. Je sais ce que je ressens, comment je l'exprime, mais celui qui écoute en fait autre chose. Et c'est la beauté de la vie. Alors, c'est un tout autre sujet. Est-ce que tu Ouais. peux nous parler du coup, de ce que tu appelles les gardiennes de la terre? C'est quoi? Ça s'adresse à qui? Alors, les gardiennes de la terre, c'était parce que il se trouve que l'année dernière, en novembre, j'ai eu, ça m'arrive un truc, c'est des transes spontanées, hein, je le fais pas exprès, ça arrive comme ça, je suis en train de manger ou autre, et puis pouf, 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 ma lèvre bouge, quelque chose bouge, et je me retrouve dans un voyage. Et ce voyage, c'était au cœur du mythe qu'on appelait Ève et Adam avec la pomme et la chute. Et j'étais au cœur de ce voyage qui était un mythe fondateur où je découvrais combien le fondement de ce mythe décrivait le monde, et à un moment ça bascule et devient la prophétie. Le jour où l'homme se prend pour Dieu et qu'il crée l'homme à son image, comme notre technologie, etc. Qu'est-ce qui se passe? Revenant de ce voyage, j'en parle à Charline, qui est une Canadienne, et elle me dit « Oh, on va faire quelque chose avec ». Je lui dis « C'est fou parce que c'est une construction qui touche l'intérieur de soi ». J'ai l'impression que à un moment, les parents sont créateurs. Après, toi, tu es créateur, tu crées ton personnage et puis tu es bloqué dedans. Alors, elle me dit, bah, écoute, on va le faire. Et on a fait une initiation sur 12 mois qui s'est terminée lundi par Internet. On a eu, je crois, 650 personnes ou 52 personnes, je ne sais plus, c'était énorme. Moi, je croyais que ça ne marcherait pas parce que avec l'écran, hein, bon, je me disais, ça ne peut pas aller, hein, c'est pas possible. Ah ben non, ça a marché, ça a marché, c'est un truc de fou. Donc, on faisait 2 fois par mois, hein, et alors, je leur donnais du travail à faire, comme je disais tout à l'heure, il faut marcher sa parole. Donc, je faisais une petite conférence, on prenait des exemples, j'envoyais un travail, on faisait une étape, et puis, on repartageait, c'est-à-dire que certains osaient parler de l'expérience que j'avais donnée, ce qui fait que ça faisait un travail commun, hein, qui était partagé. Et puis, Charline animait un voyage chamanique qu'on avait préparé ensemble, et ça permettait d'incarner petit à petit cette libération de cette situation où on a découvert qu'en fait, manger la pomme, c'était aller asseoir. C'était super. Donc, c'est pour ça que du coup, là, il est arrivé autre chose et je vais faire le couple amoureux parce que ça m'a tellement travaillé qu'on va refaire une initiation cette année sur 12 mois, pareil, mais pour amener à cette relation amoureuse qui est une relation de libération. Alors, quand je dis que le couple, c'est la liberté, je suis sûre qu'il y en a qui ne croient pas, mais je vous assure que c'est vrai. Et ça amène à être un résistant dans le monde. Et donc, on le fera dans les 4 temps, les périodes où on se rencontre. Qu'est-ce qui fait qu'on rencontre toujours le même? Qu'est-ce qui fait que nos histoires d'amour, même quand on rencontre le bon, c'est celui-là qu'on va fuir, ou la bonne, c'est celui-là qu'on s'enfuit. Et aussi, les fantasmes, notre conditionnement qui fait qu'on bousille souvent les relations. Parce qu'on attend déjà un scénario qui doit arriver. Et alors, après, toutes les blessures, la sexualité et le deuil, parce que quand on se rencontre, on ne va que vers sa séparation. Quand on dit j'ai peur qu'il me quitte, moi je dis mais attends, pourquoi tu as peur, c'est sûr? Non, mais on me dit pourquoi? Je dis mais c'est sûr. Enfin, franchement, se poser la question, ça n'a pas de sens. S'il ne te quitte pas pour quelqu'un, ou pour une maladie ou pour autre chose, il ne te quittera parce qu'il est mort. Mais la vie t'amène que vers la séparation. Donc on ne se pose pas ce problème, on se dit tiens, pourquoi on est encore là? Tu fais un lapsus quelque peu révélateur, ça attise ma curiosité, tout au moins tu dis qu'il le quitte. Il n'y a que des femmes intégralement? Alors ça, c'est quelque chose qui a changé il y a 5-6 ans. Avant, dans mes groupes, il y avait 50% en moyenne, 50-50. Maintenant, il y a vraiment 90% de femmes.
Et je vois dans Les Gardiennes, c'est pareil. Il y a eu presque 90% de femmes. Alors, je me suis quand même demandé pourquoi. Parce qu'avant, on avait beaucoup plus d'hommes que maintenant. Et là, on a vraiment des femmes et des femmes qui se battent. Hein. Le profil des femmes aussi est très étonnant. Hein. Ce sont vraiment des pieds sur terre, hein, je dirais. Enfin, dans mon groupe, évidemment, on attire plutôt des personnes qui se ressemblent. Donc, moi, j'ai quand même des gens qui sont très ancrés, hein, et qui ont une vie assez intéressante. Enfin, intéressante. En tout cas, elles agissent. Et là, je crois hein, que c'est que pour une fois, notre conditionnement depuis ces quelques centaines d'années-là nous est favorable. Parce que dans le conditionnement avant, les hommes étaient les garants de la loi, du livre. Hein. Donc, il ne fallait pas qu'ils soient sensibles. Il fallait absolument qu'ils ne soient qu'une tête. Les femmes n'avaient pas le droit de réfléchir. Elles avaient droit à l'hystérie et elles pouvaient dévendre. Point. Donc, la sensibilité, le corps était autorisé aux femmes, interdit aux hommes. Il y a des endroits, je me souviens, où en Afrique, il y avait un enterrement et puis je voyais les femmes qui étaient dehors et je dis, mais vous ne rentrez pas? Elle me dit, oui, c'est mon fils qui est mort. Je dis, mais vous ne rentrez pas? Elle me dit, ah non. Et alors après, je demande à mon guide là et il me dit, ah non, les femmes sont hystériques. Il faut que ce soit les hommes qui accompagnent au cercueil. D'accord? Donc, l'hystérie qu'on autorisait, la sensibilité qu'on autorisait aux femmes et l'interdiction aux hommes fait qu'aujourd'hui, où on doit rentrer dans le sensible, pour trouver un comportement intuitif et créatif d'une nouvelle façon d'être au monde, c'est plus facile pour les femmes de passer par là. Alors que les hommes vont chercher dans la technologie, dans plus de technologie, plus de concepts pour pouvoir faire passer l'information. Et ils amènent de l'information à l'information, de la connaissance à la connaissance. Or là, on rentre dans un schéma intuitif du monde. Quand on regarde Jane Goodall, elle a eu ce lien au chimpanzé, hein, mais ça l'a amenée à s'occuper des villages, à s'occuper de... C'est-à-dire que d'un lien affectif est née toute une économie. Dans un schéma, si je pars de mon masculin, ça va être d'abord une vision économique qui doit créer les conditions pour que le lien affectif y soit. C'est très différent. Alors, il y a des hommes qui sont bien entendus. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire un homme, une femme? Là aussi, je ne suis pas d'accord. Il y a ceux qui regardent le monde comme quand je vais dans une chambre, eh bien, je vais rentrer, supposons, je découvre un appartement. Voilà, je découvre un appartement. Si je suis plus masculin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, tiens, il fait 30 mètres carrés, il y a trois fenêtres et je vais ressentir du bien-être. Si je suis féminin, je vais rentrer, je vais dire, ah là là, qu'est-ce qu'on se sent bien. Ah ben, il fait quand même 30 mètres carrés, il a 3 fenêtres. Ça ne veut pas dire que j'ai un vagin, un pénis. Faut bien comprendre ça. Ça veut simplement dire qu'il y en a un qui commence à d'abord blabla et après il sent, et il y en a un qui sent et après il fait blabla. Ce qui fait que d'ailleurs, quand des femmes, et ça on va le voir quand on va faire ce groupe sur le couple, il y a des femmes par exemple qui sont beaucoup plus... comment dire, le couple est à l'envers, c'est-à-dire qu'on a une femme qui est beaucoup blabla, qui est plus masculine quand elle arrive et elle a son féminin qui vient après, et inversement, un homme qui est plus dans le sensible et qui a le masculin qui vient après. Quand ils se rencontrent, ça c'est un couple hétéro, donc ça peut être un homme ou une femme différent, mais pour moi, ça c'est un couple hétéro parce qu'ils sont dans des dynamiques différentes. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que celui qui est plus masculin va automatiquement être connecté à son féminin et ça va augmenter son féminin. Et inversement pour l'autre. Ce qui fait que si ça tombe à l'inverse de ce que le conditionnement a mis et que ce soit la femme qui est plus masculin et que ça réveille son féminin, si elle a envie de s'envoyer en l'air dans la cuisine avec son mec, alors que lui, il préfère qu'il y ait blabla, qu'on ait mangé un petit peu avant d'aller faire l'amour, eh bien, ça ne va pas marcher. Parce qu'elle va me dire, je suis anormale, je me comporte comme un homme. Non, c'est qu'elle est d'abord masculine et ensuite féminin et que la rencontre avec l'inverse a éveillé son féminin qui fait qu'elle a une pulsion qui n'a pas besoin de blabla pour aller dans la danse des corps. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose de différent. On n'est pas en train de... quand on voit chez les Inuits, par exemple, on va dire à un moment, je suis une femme. Ça veut dire, je vais m'occuper de la culture, tout ça. Et puis, je suis un homme, je vais à la chasse. Mais je peux être dans une vie un coup un homme, un coup une femme. Et on l'a tous connu. Il y a des moments où on a besoin de pénétrer le monde, d'apporter ce que l'on veut. Et il y a des moments où on le reçoit. Et on laisse, comme quand on est enceinte, on laisse les choses se faire. En limitant le monde à un vagin, un pénis, c'est un drame. Parce qu'on ne connaît pas notre énergie.
Et justement, pour aller un petit peu à contresens des clivages actuels et de la folie ambiante de certains combats entre ces deux polarités, les civilisations autochtones indigènes, matriarcat ou patriarcat? Ça dépend. On trouve de tout. Comme celle que je te dis pour les Inuits, hein, où on peut être ça et ça en même temps. Originalement, tu n'aurais pas Ouais. une orientation, tu dirais les deux? Je crois que il y a quand même eu une énorme influence aussi de notre culture sur la leur. Faut pas oublier, ça va pas que dans un sens. Il y a pas des mecs qui sont enfermés dans une boîte, hein, pour pouvoir trouver, comme à l'époque, celui que j'aime tant, qui est un Cévenol et qui est décédé. Lui, il a pu aller voir les Guayani à l'époque où c'était pas, il y avait peu de gens qui y étaient allés. Alors, automatiquement, il a découvert une façon, comme chez les Pygmées, une façon qui est très différente. Mais aujourd'hui, on s'est tous mélangés. La culture, elle est passée. Les états de réserve, ces bois qui sont, ces forêts qui sont détruites. Enfin, je veux dire, on vit dans autre chose. On sait par exemple qu'en état de survie, hein, quand il y a des familles d'état de survie, la première règle chez une tribu, c'est on arrête les tabous. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de tabous sexuels, il n'y a plus de tabous, il y a 3 sortes de tabous, hein, de hiérarchie, il n'y a plus rien dans certaines tribus. Pourquoi? Parce que c'est la survie qui compte. Ça veut dire quoi le tabou sexuel? C'est qu'on pourrait penser que quand on est en couple, eh bien on ne va pas peut-être ailleurs, sauf dans certaines périodes, mais là, comme quand il y a une grande famine, eh bien les règles s'arrêtent, hein. Les femmes, quand il n'y a pas à manger, il y en a beaucoup qui n'ont plus leurs règles. Eh bien, pour celles qui les ont encore, eh bien, on va s'en occuper pour que la tribu survive. On ne peut pas classifier les choses et je le ferai pas parce que d'abord, j'ai pas assez de connaissances, j'ai pas vécu assez de choses pour en faire un cadre. Dans ce que j'ai vécu des choses différentes. Par contre, ce que j'ai vu de commun, c'est au niveau des enfants. C'est le village qui a le regard sur l'enfant et pas le couple qui détient l'enfant. Ça, c'est vraiment important. Comme une séparation, on ne se sépare pas de la famille d'à côté. L'enfant choisit là où il veut aller. C'est toujours le village. Donc, l'enfant n'est jamais seul, il appartient toujours à la tribu. Et quand il joue ou autre, il y a toujours le regard de quelqu'un qui le suit. Ça, c'est très, très différent. Ça, c'est ce que j'ai vu un peu partout. On ne dit pas, c'est pas mon fils, je m'en fous. Alors, je voulais revenir à Abdellah, ce chaman marocain qui a impressionné énormément de gens à travers ce reportage sur France 5. Donc, c'est juste un passage, un extrait qu'on a passé tout à l'heure. Mais justement, à un moment, il dit qu'il est en permanence possédé par les esprits. Et il se présente comme un intermédiaire. Ça m'a beaucoup fait penser au médium, hein, parce que tu as raison, c'est des mots, tout ça, quelque part. Oui. Donc chaman, médium, c'est très très rapproché. Mais il disait tout de même être en permanence possédé. Et c'est une impression qu'on n'a pas du tout avec toi, là, actuellement. Non, pas du tout. On te sent bien ancré, maître à bord. Donc... qu'est-ce que tu pourrais répondre par rapport à cette facette du chamanisme? Parce que c'est un peu comme ça que je les voyais aussi, les chamans. Je t'avoue que je ne les voyais pas comme toi. Alors moi, bien sûr, je prends la place de l'individu lambda, hein. Je pose des questions, c'est la meilleure des places. Mais, quand on est envahi par les images ou quand on voit quelqu'un, quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était très difficile parce que dès que je voyais quelqu'un, il fallait que je lui parle. Alors, si j'avais bu, il fallait que je lui raconte sa vie, c'était une catastrophe. Mon mari me disait, bah, écoute, il a pris un manteau, il n'avait rien demandé, voilà, maintenant il est content. Un jour, on était avec, dans ce stage, j'étais avec Maud Séjournant, je crois, et puis il y avait un chaman qui était là et je commençais mon délire de il faut que je dise ça, dès que je touchais quelque chose, il faut que je raconte ça parce que j'entends ça, parce que ça. Et le mec, il me dit gentiment, hein, il me dit quand tu rentres dans le métro, tu dis bonjour à tout le monde. Je lui dis non, bah écoute, je sais pas, c'est ce que tu fais là, c'est pas parce que tu entends des trucs que tu es obligé de parler de tout ça, tu laisses passer. Comment tu fais dans le métro? Je me suis dit comment je fais dans le métro? Et c'est vrai, quand je rentre, si je suis avec moi, quoi, je n'ai pas une conscience de l'ensemble, vraiment. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi j'attache tellement d'importance à exprimer mon monde et à le transmettre? En fait, je crois qu'on a tellement peur d'être fou qu'il faut qu'on montre qu'on est puissant. Et là, ça s'est arrêté. Pour moi, ça a été super parce que j'ai pu. Alors, par contre, ce qui peut se passer, c'est en cas de maladie. Si j'ai une période, là, comme dernièrement, où j'ai eu une santé un peu difficile, la douleur peut empêcher d'avoir la conscience à soi. Tant que je suis en conscience, je ne suis pas en train de m'occuper de tout le monde, je m'en fous. Et comme je n'ai plus envie de dire quoi que ce soit, quand on me dit tu peux me dire, je dis non. Même si je vois, je ne dis plus. Pourquoi je ne dis plus? Parce qu'il y a une chose que j'ai apprise, et c'est ça qui est super, c'est que quand on a une autre culture, on a les astuces. En fait, quand je vois quelque chose, celui qui va le vivre n'est pas le même.
Quand j'ai vu que mon fils allait mourir, bien sûr, parce que quand on a la vision, on l'a pour tout, malheureusement. Donc, ça vous pardonne rien. Quand c'est arrivé, j'étais pas la même. J'avais traversé l'épreuve et j'étais pas la même. Alors, des fois, même quand on parle du monde d'aujourd'hui, ce qui va arriver, ça sera pas le même. On sera pas les mêmes pour vivre ce qu'il y a à vivre. Et donc, à quoi ça sert? Il y a à le vivre. C'est comment on va le vivre qui est important. Hein? C'est pas ce qu'il y a à vivre. C'est vraiment la façon de le vivre. Alors du coup, ça m'a calmée et c'est vrai que j'ai un cerveau qui est plus calme maintenant. Je suis un peu tranquille, c'est le cas de le dire. Hein. Et il n'y a que quand je suis fatiguée que là, alors c'est un peu plus compliqué, mais c'est rare. De la même façon que quand on parle de guérison, pour moi, c'est pas un problème parce que d'abord, quand les vibrations se mettent en place, c'est tout simplement on a créé un cadre. Après, la vie, elle s'exprime. Ce qui se passe, on n'y comprend rien. Si on dit, ah, c'est moi qui l'ai fait, c'est une catastrophe. On s'en sort plus parce que comme on ne sait pas comment c'est arrivé, alors le lendemain, on ne sait pas comment ça va revenir. Donc après, les gens, ils croisent les doigts. Donc toute la journée, ils vous disent, je suis guérisseur, je suis guérisseur, je suis guérisseur. Ils essaient de s'en convaincre parce qu'ils sont effrayés que ça a marché. Hein, et ils ne savent pas comment ça a marché. Alors que quand on dit, ben, il y a la vie là, ça marche, c'est bien. Ça marche pas, c'est que ça doit pas marcher aussi. C'est pas grave. Il se passe toujours ce qui doit se passer. On crée les conditions pour que la vie s'exprime. Mais ce qu'elle donne, des fois, n'est pas ce qu'on attend. Et je pense que cette modestie que l'on va trouver beaucoup, je me souviens, ça me fait penser à un souvenir, un des premiers chamans qui n'avait pas le cadre, puisque c'est le début de notre émission. Comment ça se fait que les plumes et tout le reste? Moi, j'étais allée chercher un chaman et il fallait absolument qu'il ait la tête du chaman que j'attendais. C'était les premières fois qu'on faisait un voyage avec mon mari, j'attendais. Alors, on attend déjà 2-3 jours, il n'était toujours pas là. Bon, parce que là, il faut avoir la patience. Alors, comme je pensais que c'était un prophète, un dieu ou quelqu'un d'extraordinaire, j'ai accepté le retard. Pas de problème. On avait fait tellement de kilomètres pour arriver là. Bon, enfin, on y était. Et puis, à un moment, arrive comme une caravane avec des ânes, des gens qui portaient des poids dessus, etc. Bon. Et alors, celui qui devait nous faire rencontrer le chaman avec mon beau-fils et tout, il arrive, il dit, ça y est, il est là, il était content, il était content. Je dis, alors, moi, je le cherchais, je voyais les ânes avec les porteurs et je cherchais mon grand, je le voyais arriver un peu comme un grand chef avec les trucs et tout. Bon, il n'y avait que dalle. Et il me dit, c'est lui. Ah, alors là, qu'est-ce que je vois? Je vois un papé, un mec petit, tout sec, enfin on ne sait jamais leur âge, hein, de toute façon. Et je dis, ça, c'est pas un chaman. Ah non, c'est pas un chaman. Et attends, il n'a pas ce qu'il faut, quoi. Puis en plus, il est comme tout le monde, parmi tout le monde. Enfin bref, c'est quoi? Et je m'approche, alors je souris, parce que quand même, on avait fait tout ce truc. Là, l'autre, il me regarde, il dit que dalle, en plus, rien, bon, tout ça. Puis à un moment, j'observe quand même qu'il portait un truc énorme sur son dos. Je vois la montagne qui descend. Et je lui dis, mais vous la portez depuis là-haut, ce poids? Alors l'autre, il traduit, il dit oui. Je dis, mais attendez, c'est lourd quand même. Il dit, non, c'est pas moi qui le porte, c'est l'esprit de la montagne. Ah, je me suis dit, là, je crois que je suis avec un chaval. Pour porter ce poids-là, vu la taille qu'il fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et quand il a dit l'esprit de la montagne, je ne pouvais pas le comprendre à l'époque. Je savais juste que c'était magique. Mais aujourd'hui, je sais. Aujourd'hui, je sais que l'esprit de la montagne l'est d'apporter. C'est ça la différence, c'est que nous partons avec dans la tête ce qu'on doit trouver et qu'on passe à côté de ceux qui existent vraiment. Et puis on a des exemples assez concrets. Je reprends souvent cet exemple, encore un reportage France 5, on prend des sources mainstream, comme ça on ne nous accusera pas d'être dans la fake news. Le yogi qui, à l'âge de 7 ans, a vu une divinité lui mettre un doigt sur la bouche et lui dire « tu ne mangeras plus, tu ne boiras plus ». Et qui depuis, à l'époque du reportage, il y a 10 ans de ça, avait 77 ans. On le voyait gambader dans la nature, dans la montagne justement, et il n'avait plus accès à... Enfin, il ne buvait plus en fait, il ne buvait plus, il ne mangeait plus. Est-ce que le pranisme, le respirianisme, t'inspire? Est-ce que tu es au courant aussi de ça? Est-ce que tu entrevois des corrélations avec le chamanisme? Je ne l'ai pas expérimenté, donc s'il y en a qui l'ont vécu et que ça marche, c'est parfait. La seule chose que je me dis, c'est qu'à l'heure actuelle, quand je vois la misère, la nature est bien faite. On retrouve des ressources dans des situations incroyables où on a l'intuition de ce qu'il faut manger ou de ce qu'il faut faire, même dans le cas de maladie. Alors je me dis, c'est étonnant que on n'ait pas trouvé cette intuition de vivre sans manger ni boire. Parce que tout ce qui est vivant, en principe, fusionne. Et c'est là où ça aussi, ça m'étonne. Parce que le produit du vivant, c'est la fusion. Et nous, bien sûr, il est interdit de fusionner, on pourrait se transformer. Alors le chamanisme, c'est la fusion, hein, faut quand même le savoir. Donc c'est dans mon monde, bien entendu. Et là, quand on me dit ça, je dis oui, je veux bien y croire, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tout le monde n'est pas ascète, déjà.
Non, tout le monde n'est pas ascète, mais si quelqu'un a besoin d'être ascète, pourquoi pas? Mmh. Quand on voit que les rochers sont vivants, quand on les regarde maintenant avec un microscope, en fait, j'étais contente pour une fois, on peut voir les choses qui sont vivantes. Ça, c'est bien, hein, parce qu'au moins, on n'est pas tout seul là. Donc là, hop, quand c'est vivant, mais bon, ils ne sont pas en train de manger, hein, on n'a pas l'impression qu'ils mangent et qu'ils boivent, mais pourtant, ils se nourrissent à leur façon. Donc, ça existe, mais si la vie ne me propose pas l'expérience, peut-être que quand je mourrai de faim, je vais trouver comment on fait pour se nourrir avec l'air, peut-être. Mais ce n'est pas mon expérience. Mon expérience, c'est par exemple on n'a plus d'eau potable. C'est-à-dire que la pluie n'est plus potable. C'est quand même, on est arrivé à une aberration effrayante, non? Eh bien, de le savoir en conscience, c'est autre chose que de l'avoir en information. Je suis incapable de le savoir en conscience. Je bois de l'eau, j'essaie de la boire en conscience. La dernière fois, j'ai essayé de boire de l'eau de pluie. Je n'ai pas pu voir qu'elle avait perdu sa fraîcheur. Je ne l'ai pas trouvé ça. Je ne sais pas le faire. Quand je l'entends, cette phrase, la pluie n'est plus une eau potable, ça m'effraie, mais je ne suis toujours pas. Alors là, c'est ce que j'essaie parce que je le sais que depuis un mois. Hein. Donc là, je suis en expérience pour comprendre qu'est-ce qui se passe quand une eau ne peut plus être potable et que donc elle est remplie de tout ce que la Terre a laissé comme trace avant qu'elle monte. Je ne dirai jamais que quelque chose est faux. Je dirai toujours, je ne l'ai pas expérimenté. Mais si vous, ça marche, c'est correct. Moi, c'est pas le cas. On en est loin, pour ma part, Tama, je pense aussi. Elle mange bien, elle boit bien aussi, oui. Oui, moi aussi. Finalement, on rentre vraiment dans l'infiniment petit aussi, dans cette conscience du soi jusque dans la cellule qui nous permet, si je comprends ce que tu dis, hein, de cette connexion, cette communication et cette ouverture avec l'autre, que ce soit minéral, végétal, animal ou humain finalement. Oui. Et ce lien, est-ce que tu peux nous en parler aussi? Avec la notion de science, parce que on est dans des cultures où ça s'est souvent opposé. Si je pense à la physique quantique, ce que je sais, c'est que je réécris mon passé en permanence pour que mon présent ait la couleur de ce que j'ai besoin. Et passé un certain âge, ce que je dis n'a rien à voir avec la réalité. Je modifie en permanence mon histoire pour que dans l'instant où je parle, elle ait telle et telle façon par rapport à la vibration. C'est-à-dire que ce que j'ai raconté, par exemple, aujourd'hui, c'est par rapport à vos deux vibrations. J'aurais raconté quelque chose de très différent avec une autre vibration. Et les souvenirs que je serais allée chercher seraient différents. Et même les mêmes souvenirs, je les aurais vus et exprimés d'une façon différente. J'aurais même pu trouver l'inverse de ce que j'ai dit dans les souvenirs que j'ai eus. C'est pour moi, c'est ça. C'est que nous sommes constamment en train d'aller vers un monde multiple et d'en faire toute une unité. Et puis on se rouvre, et boum, tout reprend, et hop, on en fait une unité. Et c'est pour ça que ce mouvement du plus petit au plus grand, il est fabuleux. Si je me rencontre, eh bien, je vais découvrir, supposons que je suis un crocodile. Bon, il y a des grandes chances que mon environnement, tout d'un coup, va avoir l'environnement d'un crocodile. Et que si on me dit tu veux voler, je vais dire je m'en fous. Sauf si tu tombes, je te mange. Mais sinon, ça m'intéresse pas. Si on me dit va dans tel endroit, non, dans le désert, non, tu m'oublies, ça m'intéresse pas. Je ne vais même pas l'imaginer. Par contre, je vais de plus en plus connaître bien mon environnement, bien mes limites. Et au cœur de ces limites, je vais rencontrer l'illimité. Parce que j'ai peur de mourir, parce que c'est ce corps qui est un véhicule qui fixe de temps en temps un instant, c'est cet corps qui permet ça, de fixer l'instant, alors que tout s'échappe en permanence. Eh bien, le fait qu'il parte, ce catalyseur, est triste. Hein, c'était Françoise Dolto qui disait à sa fille, quand elle pleurait, sa fille lui dit « Mais maman, tu peux pas pleurer, tu sais que tu vas au paradis, etc. » Elle dit « Non, c'est la bête qui a peur. » Et elle parlait de son corps. Eh bien, ce corps-là, quand on lui met ses limites, il touche l'illimité parce qu'il touche la même peur, le même besoin d'union avec son environnement, cette façon de fusionner avec ce que je mange, ce que je respire. Et donc, au cœur de cette limite se trouve l'illimité. Alors que nos yeux veulent embrasser le monde en le regardant à partir de son âme, que le monde s'élargit à l'infini. Merci Ghislaine pour toutes ces réponses. Un petit préambule à la prochaine émission et à la prochaine intervenante qu'on aura qui nous parlera des plantes psychédéliques. Je voulais savoir comment, pour toi, les plantes médicinales et les substances psychédéliques sont-elles utilisées dans la pratique chamanique? Existe-t-il des dérives et quelles sont les limites? Alors, là aussi,
je ne suis pas dans le même esprit. C'est-à-dire que notre transe, si on touche notre corps, produit des schémas qui permettent de partir, vraiment, et d'avoir des visions. Quand nous, on veut des visions, et au départ, que ce soit l'ayahuasca ou autre, c'est vraiment des choses où quand la vision de la plante arrive, très vite, elle redevient un dieu. La plante a dit, et la plante me soigne, et la plante, et ça devient quelque chose qu'on remet notre culture sur ces états seconds qui sont interprétés avec notre culture. C'est pour ça que même la mamacoya, tout ça, je me souviens, la première fois que j'ai fait la mamacoya, moi, j'ai été un cheval pendant 2 heures. Alors franchement, C'est ouais, fort comme plante, ah, tout de même. j'étais un cheval. Hein, et alors, Ouais. il y avait le chaman, il me dit, mais toi, t'es incroyable. Je dis, écoute, j'étais un cheval. Maintenant, je sais bien parce que j'ai des chevaux. Alors maintenant, je les connais. C'est vrai que ça a changé mon rapport aux chevaux. Alors là, pendant 2 heures, j'étais un cheval. Mes chevaux, vraiment, c'est des potes à moi. Donc, oui, mais combien de fois j'entends, là j'ai vu ça, on m'a dit ça, ou par exemple, il y avait un garçon qui était allé, qui avait fait l'expérience, et puis on lui dit qu'il est un homme. La plante lui dit, tu es un homme. Bon. Et il revient, il est en paix. Et moi, je le regarde, je lui dis, oh, t'es pas tellement en paix quand même. Ta plante, elle t'a dit que t'es un homme. Enfin, à mon avis, oui, t'es un homme, hein, comme moi, comme on fait partie des humains, t'es un homme. Mais qu'est-ce que tu as entendu? Je suis un homme. Puis il s'est énervé. Alors je lui dis, tu sais que pour leur culture, là-bas, homosexuel, ça veut rien dire. Ah non, elle a dit que j'étais un homme. J'ai dit non, pour nous, homosexuel, ça veut dire peut-être dans ta culture, dans ta famille, que t'es pas un mec. Mais dans la culture là-bas, homosexuel, ça veut rien dire. On exprime la danse de la vie. On peut même faire l'amour avec la terre. Tu peux planter ta queue ailleurs. Bon, pas dans le sable, ça fait mal. Mais je lui dis, on peut faire autrement. Donc, on a une écoute aussi qui va avec notre culture. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on fait les huttes ou quand j'ai arrêté complètement cette façon d'aller dans ces états. Par contre, j'aime que les trans viennent. Naturellement? Naturellement, parce que naturellement, on peut y aller. Bien sûr. Voilà, ça, c'est naturel. Par contre, je comprends qu'un chaman, quand on touche, quand on est dans la vibration constante de la tribu, il faut un moment pour que les plantes communiquent avec nous. Enfin, il y a quelque chose qui est de l'ordre du soin. C'est un soin, c'est aussi une communication parce que quand on fait un jeûne avec des plantes pendant longtemps et qu'elles doivent vous apporter, c'est une culture et il faut que le corps soit ouvert. Donc nous, on a des corps qui sont fermés, on ne se relie pas au monde et on va faire une pratique qui demande une ouverture. Les premières huttes, par exemple, avec des plantes, les gens autour demandaient, mais la plante m'a dit ça, qu'est-ce que tu en penses, etc. On disait, bah, écoute, la plante, enfin, si on avait affaire à un Indien, ils disaient, bah, t'as parlé, quoi, tu sais ce qu'elle a dit. On ne demandait pas de traduire l'information. Alors que nous, on a toujours un curé, un pasteur, un mahomet, on fait ce que vous voulez, qui doit traduire ce que vous avez reçu. Même quand on soigne, il faut avoir fait l'école pour soigner. Tout doit être chaque fois avec quelqu'un qui valide ce que vous avez eu. Or, la rencontre avec une plante, eh bien, c'est, comment dire, c'est elle. Personne ne peut valider ma relation amoureuse. C'est moi qui vais la valider. Ce que j'ai reçu, il n'y a que moi. Ça peut être dangereux aussi. Enfin, moi, je n'ai jamais pris d'ayahuasca ou de plantes du genre. Bon, j'ai déjà fumé du cannabis, bien entendu. J'ai eu un ami qui en a pris de l'ayahuasca en face de moi et il s'est retrouvé littéralement dans le bas astral, clairement. Et alors Bah, c'est peut-être pas très réjouissant comme voyage spontané. Mais c'est pas. Voilà le schéma de la culture occidentale. Ah ben, certes. Il faut que je fasse un voyage, mais réjouissant. Bonne mère, je peux faire un voyage que c'est le cauchemar absolu. C'est de ça dont j'ai besoin. Une initiation. Avant, je faisais faire des quêtes de vision en France, hein, en Cévennes, où les gens passaient 3 jours avec de l'eau, etc. Tout seul, il fallait qu'ils trouvent leur endroit et personne ne savait où ils étaient. Pas de téléphone, pas de papier, pas de crayon, pas de rien du tout. Aujourd'hui, on ne peut pas. Tout le monde me dit, ah non, il faut le téléphone. Je dis, le téléphone, tu n'y vas pas. Ah oui, mais s'il m'arrive quelque chose, je m'en fous. Ou tu fais une quête de vision, c'est-à-dire que tu apprends à sentir en toi que tu appartiens au monde, que si t'arrive quelque chose, eh bien, il t'arrive quelque chose. Alors évidemment, quand on va chez les Indiens, il peut vous arriver quelque chose. On vous dit, tu vas là-bas, puis tu restes. Alors on dit, ah, je vais mourir. Ah ben oui, c'est que c'est ton heure. Et puis il y a tellement de moyens de mourir. Il y a l'assurance, c'est pas ton heure. Hein. Tu dois lui garantir, on ne te garantit pas la vision, mais on doit te garantir ta sécurité. Donc on veut une initiation, mais on veut que les enfants soient découvreurs, mais ils n'ont pas le droit de monter, les ados, sur les toits. Alors on ne sait pas comment ils vont faire couvreurs, alors qu'ils ne peuvent pas monter pour apprendre à couvrir les toits. Enfin, bref, on est rentré dans un monde qui est fou. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on doit avoir,
et on met de la sécurité qui fait qu'il n'y a pas d'expérience. L'expérience, c'est souvent quand on a peur à un moment. Moi, il y a eu des fois où j'avais très très peur. J'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle en plein hiver. Donc il y a des fois, il n'y a pas un pèlerin, ça c'est le cas de le dire. Hein. Mais il y a eu quand même des moments où je me suis quand même fait vraiment peur, quoi. Mais par contre, ce que j'ai réalisé, c'est quand je me suis approchée de Saint-Jacques et que j'ai vu les premières personnes, là, j'avais vraiment peur. Alors que quand j'ai rencontré des loups, je n'ai pas eu peur. C'est drôle, non? Donc, c'est l'expérience, à nouveau, je reviens, l'expérience du corps qui révèle qui on est. Sinon, on a toujours des petites roues pour faire du vélo, c'est bien. Ou des bouées pour nager, c'est bien, mais vous ne ferez jamais de l'apnée. C'est toujours relatif, tu n'aimes pas trop les maximes universelles, quoi. C'est-à-dire? Bah, les règles générales. Non, je crois on dit qu'on a tellement peur de souffrir qu'on en oublie de vivre. La souffrance, ça fait partie de la vie. On est fabriqué pour vivre ça, bonne mère. J'ai peur, je vais m'engager, j'ai peur de souffrir. Eh bien alors, reste seul, tu souffriras d'être seul. Ça n'a pas de sens. Mais on nous fait tellement peur en permanence. On ne doit pas se tromper. On doit avoir une relation qui doit être comme ça. On a déjà tout prévu avant d'arriver. On ne peut plus aller dans un restaurant sans avoir regardé si c'est bon, pas bon, quelles ont été les notes qu'il a eues. Qu'est-ce que c'est qu'à l'époque, on disait, ben, je marche et puis on va voir, on va découvrir. L'inconnu fait peur. Alors, on rentre dans une situation où, au niveau du monde, on ne sait plus du tout où on va et on a créé un monde où l'inconnu est banni. Vraiment, on a besoin de se reconnecter au corps, hein, mais ça devient... Parce que vraiment, on se sortira de ce monde par l'intuition. Ouais. C'est ça qui le sauvera. Ça ne sera pas la technologie à fond. Ce n'est pas possible. Et on le voit bien dans ceux qui ont réenchanté au niveau des terres qui étaient normalement stériles, etc. Ils ont la connaissance, mais il y a une forte connexion qui leur permet d'avoir cette intuition. La connexion ouvre à l'intuition et ça amène une créativité. Alors, je vais reposer une question encore un petit peu 3D, terre à terre, pour ceux qui nous écoutent et qui n'auraient peut-être pas compris, parce que moi, je pense que c'est plus une question rhétorique qu'autre chose. Je pense avoir compris quelque part qu'il n'y avait pas de règles prédéterminées. Comment un individu lambda peut-il devenir chaman? Existe-t-il des critères ou des étapes de formation, pas académiques, mais quelque part un petit peu ancrées? Pour commencer tout simplement à rentrer dans l'eau, réellement. Donc, c'est-à-dire à retrouver son corps. Du corps, on a l'appartenance à la terre et à l'environnement. Ça commence comme ça. On n'entend pas les sons pareils, notre histoire ne résonne pas pareil, notre façon de s'exprimer à l'autre n'est plus la même. Ce que l'on ressent pour les uns et pour les autres change. Ensuite, on a juste touché la musique du monde. Comme je dis, moi je vous ouvre les yeux, après vous, vous en faites ce que vous voulez. Si y a une immense sensibilité, ben la personne va... Mais ouais, quand on dit chaman, il va avoir cette hypersensibilité. Peut-être qu'il n'en sera pas heureux et qu'il voudra l'avoir un peu moins. Tout le monde n'est pas obligé. Mais aujourd'hui, si on veut être un résistant, c'est-à-dire si on veut garder notre humanité, passer par le chamanisme, c'est bien, parce que ça relie tout simplement à la condition humaine, dans la sensibilité. Aujourd'hui, si on est sensible, on va chez le psy, on prend des médicaments pour supporter le monde où on est tous devenus des objets. Quand dans notre culture on dit chaman, tout de suite on met au-dessus. Alors d'abord s'ouvrir et découvrir le cercle. Et tout le monde n'a pas envie d'être en charge d'un cercle. Ça se révèle. Je ne vais pas dire à quelqu'un tu vas être chaman. Je vais lui dire je te mets sur le chemin. Tu vas t'ouvrir. Ton ouverture va te montrer ce que tu as envie de vivre. Et jusqu'où tu veux le vivre. Il n'y a pas de au-dessus, c'est juste la place. C'est pas du pouvoir, non. Voir n'est pas un cadeau. Et quand on a la sensibilité, il y a le cadeau, le poison avec. Hein, Ouais, on a la nuit et le jour avec. C'est quand même ça quand on s'ouvre à la sensibilité. Alors oui, c'est une route, la route en conscience, en lucidité, permet à l'amour, quand il se trouve, et la confiance en la vie, pas en chaman. La confiance en la vie, c'est la voie du chaman. Je crois que c'est quand même, pour moi, à nouveau, je dis bien pour moi, parce que moi, petite, j'ai été isolée complètement. Quand on a des visions, des auditions, clairauditive, clairvoyance, tout ce qui allait, hein. Bon, vous êtes folle, vous êtes une sorcière, vous êtes quelqu'un qui n'est pas aimé. Et dans ce monde, ça devient compliqué, vous ne comprenez pas les choses. En plus, être dans une rue et se retrouver à une autre époque, on ne sait plus s'il y avait une boulangerie ou s'il y avait autre chose là, ça devient... Donc, il y a des angoisses énormes, ce n'est pas facile à vivre. Et on a une culture qui crée des problèmes. Moi, vraiment, la première partie de ma vie, j'ai voulu être normale.
Et vraiment, être normal, c'est avoir des enfants, déjà, se marier, avoir des enfants à l'époque. Donc, à 19 ans, c'est fait. À 25 ans, j'en avais 3. Donc, et gagner de l'argent. Donc, faire des affaires. Et j'étais une brillante femme d'affaires. Donc, c'était ça la normalité, jusqu'à ce que ça pète. Et aujourd'hui, quand on me dit je veux avoir tout ça, non, il faut connaître le prix de tout ça. Il y a une solitude dans ce que je vois. Cette solitude, c'est accepter aussi de pouvoir de temps en temps se noyer dans l'amour de la vie. Sinon, on ne la supportera pas. Alors, chacun fait à sa façon, mais ce n'est pas une voie du pouvoir, c'est une voie d'ouverture. Et d'humilité. Ah oui, mais ça, la vie, elle se charge avec les coups qu'elle donne. Après, on ne dit plus de formation, donc ça va. On reste là, on redouble même. Hein. Souvent, les gens viennent chercher du pouvoir et avec moi, ils découvrent juste de l'amour. Le chamanisme peut-il aider à surmonter ce qu'on appellerait des traumatismes et troubles mentaux? Oui, pour certains. Mais il y a des schémas où ça permet d'accepter sa différence. C'est-à-dire qu'on regarde par quel processus on passe. Mais si je suis avec un schéma psychotique, c'est quand même extrêmement douloureux. Avec des gens paranoïaques, c'est difficile parce que la paranoïa, aujourd'hui, elle est énormément nourrie. Un paranoïaque, s'il se trouve en pleine guerre, du coup, presque il est en vacances parce que le monde extérieur a le reflet du monde intérieur. Mais sinon, c'est difficile. Alors, dans certaines cultures, on dit c'est des esprits qui les envahissent, etc. Mais moi, je ne me suis pas trouvée confrontée à ça. C'est-à-dire que j'ai eu des personnes qui étaient bipolaires, ça c'est facile, qui ont tout ce qui va être au niveau de la dépression, ça va, c'est un travail au contraire qui apporte énormément. Mais quand on est dans des schémas un peu au niveau de la psychiatrie difficile, on n'a pas l'environnement qui permettrait de l'ouvrir autrement. La nature est formidable pour ça. Mais peu de gens sont en nature. Si je suis en nature, on voit que par exemple, certains autistes graves, hein, je parle bien fermé, si on les met à côté d'un arbre hein, sur lequel ils méditent, l'arbre pousse plus vite. On sait aussi que par exemple, dans une entreprise, quand on met des enfants qui sont trisomiques, le taux de stress baisse. Donc, ils ont leur place. Mais certains auraient leur place dans la nature, dans la forêt. Et on n'a pas, on a des cages. Et dans ces réalités du monde, qui sont des fois des réalités, on pourrait dire, souterraines du monde, il faut pouvoir les accompagner dans des lieux où ça se respire. Si j'ai peur que je suis face à un grand torrent qui est puissant, oh, ma peur, tout d'un coup, elle s'apprivoise, parce qu'il y a tellement plus puissant que ma peur est toute petite. C'est autre chose de le faire travailler. C'est vraiment difficile. Je ne suis pas en pleine forêt. Hein. Et des cas de possession, des désenvoûtements, tout ça, ça te parle pas? Ça fait pas partie de ton quotidien, non? Des cas de possession, mais c'est quoi ces cas de possession? Quand on se retrouve avec une empreinte qui est sur nous, hein. Moi, heureusement que mon père, à un moment, quand j'ai dû reprendre le groupe, est venu et m'a possédé parce qu'au moins, j'ai pu diriger dans un domaine que je connaissais pas, employer des mots que je ne connaissais pas, et s'il n'avait pas été là, ça n'aurait pas marché. Mais à nouveau, c'est quand une empreinte se colle à nous, c'est que quelque part on l'appelle. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir à quoi elle sert. Si j'ai ma grand-mère qui est toujours là, ou des fois j'ai dit oh là, il y a quelqu'un, il est comme ça à côté de toi, là, il est là, qu'est-ce qu'il a, c'est quoi sa caractéristique, qu'est-ce qu'il nourrit? La vie est bien faite. Si vous avez gardé cette empreinte, c'est comme quand on garde un souvenir, une bague, quelque chose de quelqu'un, c'est qu'on veut toujours rester en vibration avec. Donc ce qui m'intéresse, c'est l'histoire que ça raconte. Et là aussi, ça paraît simple. Comme quand je dis, il n'y a rien à exorciser, on n'enlève rien, tout est bon. Parce que tout a sa place. Quand on me dit, je nettoie telle bague et tout ça, je dis, mais pourquoi? Il y a des bagues, par exemple, quand on me les fait tester, je rigole parce que je dis, ah ben celle-là, tu la mets si tu veux la fermer. Pourquoi? Je dis, parce que ça te bouche ton chakra ici, direct. Ah ben alors, elle n'est pas bonne. Mais je dis, mais si, je suppose que tu vas te faire engueuler, qu'il faut que tu te taises, tu la mets. Par contre, si tu es avec ton amoureux, tu l'enlèves, parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir t'exprimer. Il n'y a rien de mauvais. Tout a une place, laquelle, à quel moment, dans quel contexte elle s'exprime. Et c'est là où toute la subtilité du monde change, alors qu'on continue à penser à bien, à mal, tu as des esprits. Et un enfant, par exemple, qui va avoir, on va chercher très vite, il a supposons un petit tic comme le grand-père, on va dire, il ressemble au grand-père. Et chaque fois qu'il va avoir quelque chose qui s'approche du grand-père, on va mettre une vibration d'ouverture.
On est si le grand-père est aimé, bien sûr. Il est intelligent comme lui. Il est comme lui. Bien. Donc, qu'est-ce qu'il ressent l'enfant? C'est qu'il comprend son positionnement et en fait, vibratoirement, il se positionne et petit à petit, il se connecte à l'empreinte du grand-père. Bien sûr. Et alors? Il a un tuteur. Alors, si à un moment ça le fait souffrir, bon, à ce moment-là, on voit le coup. Mais tant que c'est quelque chose qui le construit, la vie est faite de construction, de déconstruction, mais quand on en comprend que le regard de chacun met des empreintes, met des prisons, hein, mais le but, c'est d'ouvrir parce qu'on a la clé. Ghislaine, merci beaucoup pour ta présence. Donc on rappelle que tu as une chaîne sur YouTube et sur laquelle tu fais énormément d'interventions. Tu es aussi assez actif sur Facebook. Plein de petites vidéos quotidiennes qui sont assez réjouissantes et qui nous mettent du baume au cœur. Donc on vous invite à aller voir tous ces portails. 2 ouvrages aux éditions Erol, Internet sur le divan et les 4 voies chamaniques. Peut-être une actualité ? Oui, l'actualité, c'est que là, on a ouvert les inscriptions à Comment sauver l'amour, les 4 temps de l'amour, c'est-à-dire si vous êtes en couple ou si vous rêvez d'être en couple ou si vous êtes dans une difficulté de couple, enfin bref, si vous avez envie que la relation amoureuse ait un piment différent, dans le regard de l'Indien, elle s'exprime autrement. Et on commence l'initiation pour vivre ça. Et puis mes stages, bon là, ils sont complets, donc c'est à partir de l'année prochaine qu'il y en aura d'autres. Voilà. D'accord, il y a un site internet pour peut-être éventuellement rejoindre ce stage ? éveil-chamanisme.fr. éveil-chamanisme.fr. Super, merci beaucoup. Merci encore d'avoir été présente. Au plaisir, et on te accueillera également avec grand plaisir si les circonstances s'y prêtent dans un temps proche. Écoute, ça sera en tout cas avec joie. Tamara, je te remercie aussi également d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Ghislaine, c'était un plaisir, un bonheur. Je sais pas toi Rudy, moi ça me donne envie de lui faire plein de bisous. Ouais, non mais c'est vrai. C'est une très belle énergie et moi le mot humilité ressort énormément. Donc tamarabihuman.com aussi, n'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil. On est sur toutes les plateformes de podcast et ça marche très bien dès le départ, donc on vous invite à jeter un petit coup d'œil sur Deezer, Spotify, etc. puisque avant tout notre format est plutôt auditif qu'audiovisuel. Et on vous remercie encore une fois pour votre soutien. Gardez le cap, restez sur votre ligne et alignez le plus possible malgré la situation ou la conjoncture actuelle, pour le moins en mouvement. Voilà. Et on vous dit à toutes et à tous à très très bientôt. Bonne soirée, bonne journée. Tout dépend au moment auquel vous nous écoutez. Ciao, ciao.